Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Cette technologie est surprenante. Cette technologie est nulle. Un problème ? Oh que oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons nos programmes pour vous informer de cette nouvelle qui vient de tomber. Retardis News vient de nous informer qu'après avoir échappé au Dalek, le docteur est reparti en voyage pour se retrouver dans une époque où la poignée de main est trop has-been, mais où le claquement de doigts est d'usage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience. Mon nom est Cédric et cette semaine, avec mes Whovians préférés, nous continuons de redécouvrir la série Doctor Who tout en essayant de convertir des jeunes qui ont accepté de découvrir la série avec nous. Après le tournant qu'a pris la série la semaine dernière avec Dalek, nous voilà dans la suite du voyage avec un troisième passager. Aujourd'hui, revois l'épisode avec moi Adèle. Salut. Doraline. Salut. Pierre. Salut. Et Maël. Salut Cédric, salut tout le monde. Et pour découvrir l'épisode pour la première fois, Mireille. Salut. Eden. Bonjour tout le monde. Et Franck. Salut. L'objectif des revisionneurs et revisionneuses sera de répondre aux questions données et donner plus d'informations autour de l'épisode aux découvreurs et découvreuses, et tout ça sans spoiler sur ce qui arrivera dans les futurs épisodes. Nous allons donc partir sur l'épisode du jour, un jeu interminable, mais avant ça, l'heure est grave. Adèle a quelque chose à nous dire, nous t'écoutons. Chers camarades, bonjour. Si je prends la parole avant le début de cet épisode, c'est que je dois des excuses publiques. En effet, j'ai honteusement critiqué l'actrice Anna Louise Plowman la semaine dernière. J'ai ainsi fait un terrible délit de faciès, mais en plus de cela, j'ai critiqué la belle-fille de Maggie Smith. Souvenez-vous, Maggie Smith, c'est l'incroyable actrice qui a notamment joué la professeure McGonagall dans Harry Potter. Vouant un véritable culte à cette personne, je ne peux détester quelqu'un qui ferait désormais partie de sa famille. Je me dois donc de m'excuser, à vous, Maggie Smith, d'avoir dit que je ne pouvais pas voir votre belle-fille en peinture, et à vous, Anna Louise Plowman, bien évidemment. Peut-être un jour entendrez-vous ces paroles sincères. Mon discours étant désormais terminé, vous pouvez reprendre une activité normale. Merci de votre attention. Merci Adèle pour ce discours très touchant et de reconnaître cette erreur. On va donc commencer maintenant sur l'épisode du jour. Donc, le titre français, Un jeu interminable, titre original The Long Game. Première diffusion le 7 mai 2005, scénarisé par Russell T. Davies en personne et réalisé par Brian Grant. On va commencer directement par faire un tour de chacun pour que vous allez chacun me donner un mot pour qualifier un petit peu l'épisode. Donc, on va commencer par Maël. Je dirais continuité. Ok. Adèle. Indifférent. Pierre. Répétition. Franck. On s'en bat les couilles. Encore. Ah, je déconne, bien. Doraline. Moi, je suis pas du tout en concordance avec vous. Ce sera surprenant. Ok. J'ai pas fait Mireille. Flou. Et Eden. Ce sera chouette. Ok, merci. Donc, on va passer directement au résumé. Et vu qu'il a voulu faire le petit malin, ce sera Franck qui va nous faire son résumé. Donc, on t'écoute, Franck. Alors là, mon petit Cédric, tu pouvais pas me faire plus plaisir puisque, comme je l'ai annoncé, j'ai travaillé le résumé cette semaine, une fois n'est pas coutume. Et donc, nous assistons au visionnage d'un nouvel épisode de Doctor Who, un épisode où le docteur et sa comparse Rose montent dans le TARDIS et s'en vont vers de nouvelles aventures, cette fois dans le futur, dans l'année
200 000 comme ça aurait pu être dans le passé, où ils vont vivre tout un tas d'aventures extraordinaires et à la fin tout est bien qui finit bien comme à chaque fois. Voilà, merci. Ok, je te remercie, Franck. Waouh. C'était un résumé assez complet pour vous ou peut mieux faire? Comment Il a dire mis tous les éléments principaux, c'était parfait. Bravo. Non, il n'y a rien à ajouter. Vous êtes trop bons, merci à tous. Bon, bah alors je fais quoi? Je garde ça ou on garde Eden finalement? Moi je dis rien, j'ai peur des représailles. Non, tu prends Eden. Tu prends Eden sans déconner. Ah non, Bah mais écoute, tout le monde a l'air d'avoir bien suivi, donc écoute. Non, bon, on va écouter quand même un résumé, j'espère un petit peu plus complet. Hein, donc on va essayer une nouvelle fois. On va écouter Eden cette fois qui va, je suis sûr, nous avoir préparé un super résumé. Vas-y Eden, on t'écoute. Alors, pour cet épisode, le docteur et Rose, accompagnés d'Adam, débarquent en l'an 200 000 dans le satellite 5, un satellite de communication chargé de transmettre des informations au reste de la planète. Ils y font la rencontre de Katika et Suki, qui, pensant que le docteur est là pour effectuer un contrôle, leur expliquent et montrent leur travail. Pendant cette représentation, durant laquelle Katika est connectée à un ordinateur via un port situé dans sa tête, Suki est promu au 500e étage. Un étage mystérieux dont les murs seraient recouverts d'or et d'où personne ne revient. Le docteur, ayant des doutes en voyant que l'évolution de l'humanité est en retard par rapport à son histoire, décide avec Rose et l'aide de Katika de mener l'enquête. Ils sont repérés par l'ingénieur Scotty. Ah, pardon, mauvaise personne, lui c'est son personnage dans Star Trek. Ils seront repérés par le rédacteur qui les invite au fameux 500e étage. Katika, qui prend peur, décide de ne pas les accompagner. En sortant de l'ascenseur, c'est la surprise. L'étage est en fait un enfer glacé et les gens promus depuis toutes ces années sont réduits à un état de zombie. Ils font alors la rencontre du rédacteur et de son chef, Jacques Raffès, une vilaine créature agglutinée au plafond et dont le froid le maintient en vie. Pendant que le rédacteur interroge Rose et le docteur, Adam, qui s'est baladé dans la station, a découvert qu'il pouvait avoir accès à toute l'histoire de l'humanité. Il décide donc, tout simplement, de se faire implanter une puce dans le cerveau. Normal. Grâce au téléphone que Rose lui a prêté, il appelle ses parents afin de laisser un message pour pouvoir à son retour dans le présent revendre les technologies futures. Lors du téléchargement des données, le Jacques Raffès contrôle son cerveau et découvre toute la vérité. Katika, qui a vaincu sa peur et s'était débrouillée pour elle aussi se rendre au 500e étage, a entendu toute la conversation, pirate le système avec sa propre puce et détraque le système de refroidissement. Le Jacques Raffès et le rédacteur s'entretuent pendant que Rose, le docteur et Katika s'enfuient. L'épisode se finit sur le retour d'Adam chez ses parents, où le docteur détruit les informations récoltées et l'interdit de revenir dans le TARDIS. Vachement complet, dis donc. Je crois que c'est le résumé le plus complet qu'on nous ait fait jusqu'à maintenant. Je te mettrai un 20 sur J'essaie 20. Bah de bien ouais. faire mes C'était devoirs. vraiment bien. Tu as laissé aucun détail de côté, sans non plus nous raconter entre guillemets tout l'épisode. Donc, pour moi, ça me convient. Est-ce que vous avez Non. quelque chose à rajouter les autres? Non. Oh bah non. Oh bah non, ouais. Non, c'était parfait. Et est-ce que je peux remercier Eden de m'avoir fait découvrir l'épisode Ah ouais, mais enfin, sachant que juste travers- avant, tu l'as expliqué, donc tu l'as résumé, donc je suis pas sûr qu'on va y croire là pour le coup. Ok, bon, bah voilà. Donc, on va passer maintenant au ressenti, un ressenti global d'Oraline de l'épisode. Donc, on va commencer par Mireille. Tiens, Mireille, qu'as-tu pensé de cet épisode? Clairement, ce sera pas mon épisode préféré. En fait, j'ai l'impression que cet épisode-là, il y avait un message caché et que je l'ai pas saisi. Donc voilà, j'ai vraiment cette sensation de pas avoir compris la trame de l'épisode. Donc j'ai pas hyper adhéré. Ok. Franck? Eh ben, j'ai adoré l'épisode, mais vraiment. En fait, je sais pas l'expliquer, j'ai pas forcément cherché de second sens ou pas, mais l'histoire, tout, c'est vraiment, je pense, l'épisode qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a le plus plu des premiers qu'on a vus pour le podcast. Ok, bah super. Eden? Bah moi, comme Franck, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est mon épisode préféré pour le moment, mais il fait partie pour le moment des épisodes que j'ai préférés. Ok, super. Alors c'est marrant parce que, Mireille, tu disais que tu n'arrivais pas à voir le message caché, mais je trouve que le message est plus que flagrant, quoi. J'ai pas vu de message caché là-dedans. Bref, on va déjà voir avec les autres. Pierre, qu'est-ce que ça t'a fait de revoir l'épisode?
Bah, comme je disais, moi le mot qui me venait c'était plus répétition parce que j'avais l'impression en fait c'était au départ par le biais d'Adam, on redécouvrait le Tardis et ça m'a fait un peu bizarre, ça faisait un peu un épisode de début de saison et ça m'a perturbé en fait. Ok. Maël? Moi, j'ai plutôt bien aimé. Comment dire? J'ai dit continuité parce que je trouve que la série continue à trouver son rythme, son chemin de croisière. Donc, c'est très agréable à voir. Et puis, il y avait Simon Pegg. Donc, j'étais très content de revoir cet épisode. Ok. Doraline? Alors, moi, j'ai galéré à me mettre dedans parce que j'étais pas du tout hypée par ce qu'on a vu la semaine dernière à la fin de l'épisode d'avant, enfin le petit teaser. Et puis finalement, ça a été une très bonne surprise. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Ok. Adèle? Bah moi alors j'ai choisi le mot indifférent, mais c'est pas forcément péjoratif, hein, mais c'est juste qu'il m'a ni plu ni déplu. Je trouve qu'il y a des bonnes choses à reprendre dans l'épisode, mais sans pour autant que ce soit un épisode incroyable, quoi. Je l'ai regardé, mais voilà, sans aimer ni détester. Ok. Alors moi, à titre personnel, j'ai galéré à préparer l'épisode parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement de passages en fait qui mériteraient d'être repassés dans l'émission. En fait, limite j'aurais repassé tout l'épisode. Donc, enfin voilà, donc c'est un épisode que j'ai bien aimé revoir en tout cas. Bah, on va passer donc on va voir déjà ça on va voir déjà au niveau du ressenti un petit peu plus poussé. Au niveau déjà, on va dire, du scénario en lui-même, de l'explication, est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui sort un petit peu, qui vous a plu dans le scénario, ou c'était plus peut-être après un petit peu plus loin, les persos, Mireille, qu'est-ce qui t'a bloqué finalement sur cet épisode-là, même si sans l'avoir détesté, il t'a pas laissé, il t'a pas plu plus que ça, quoi. Ouais, bah je sais même pas comment expliquer. C'est pas tant que je l'ai pas aimé finalement, c'est surtout que j'ai pas compris en fait. Enfin, il y a toute cette sorte d'intrigue autour des puces dans le cerveau, un peu de la connaissance, etc. Donc j'ai compris l'histoire en elle-même, mais j'ai l'impression que ça voulait, enfin soit les scénaristes, soit le producteur, etc. voulaient faire passer un message et que je l'ai pas saisi. Et du coup, c'est assez frustrant comme sensation. Donc voilà, mais après en soi, il était sympa à regarder, mais voilà, j'étais juste un peu perdue et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire aussi. D'accord. En fait, oui, pour toi, ça te manquait le fait justement de pas comprendre peut-être le message. Tu cherches absolument à se connaître, à comprendre le message caché entre guillemets pour te mettre dans l'épisode en fait. C'est ça, j'ai horreur de pas comprendre quelque chose et là, du coup, j'ai cette sensation-là, donc voilà, je suis Il charge-toi. faut, il faut à tout prix que dans l'épisode il y ait une morale, sinon c'est pas intéressant. Bah, pas forcément une morale, mais s'il y a un truc sous-jacent que je puisse le comprendre, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a un, mais que je l'ai pas compris, donc voilà. Eden, toi de ton côté, donc au niveau du scénario, au niveau est-ce que toi tu as réussi à déceler un message, une deuxième lecture peut-être? Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. D'accord. Et sinon, au niveau du scénario en lui-même, le, bah, tout le déroulé de l'épisode finalement, est-ce que c'est quelque chose, vu que tu nous l'as sacrément bien résumé, c'est que tu as quand même sacrément bien suivi l'épisode. Enfin, pour toi, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, mais comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment un chouette épisode. J'ai bien aimé les retournements de situation, comme par exemple le fait que Suki, ben, en fait, elle n'est pas celle qu'elle prétend. Bon, elle s'est un peu transformée en zombie après, mais ça, on l'avait pas vu venir. Que, en fait, le 500e étage, ben, c'est pas un endroit vraiment sympathique. Que voilà, que finalement, Mhm. Katika, elle surmonte sa peur et elle va prendre les choses en main pour sauver le docteur et Rose. Ouais, puis le twist à la fin, où en fait, enfin, c'est pas un twist d'ailleurs, je suis con. Et à la fin, quand le docteur il abandonne Adam, sans état d'âme. Franck, toi donc de ton côté, au niveau scénario, le déroulement des choses. Bah du coup j'ai été un peu moins porté sur l'analyse sur cet épisode puisque il m'a énormément surpris, je m'attendais pas à ce qu'il me plaise et du coup je me suis vachement laissé prendre à l'histoire et bah forcément j'ai moins pris de notes. Mais bon du coup c'est positif pour la série.
Et si 2-3 choses qui m'ont bien plu, c'était comment dire, l'évolution du personnage d'Adam, où il passe du mégalo, du scientifique un peu mégalo, j'ai tout vu, j'ai tout fait sur Terre, puisqu'il est sur des domaines qu'il maîtrise, au petit gamin émerveillé quand il voit les technos futurs et, et tout ce qui se passe dans ce satellite. J'ai bien aimé aussi quand il s'est fait implanter la puce, j'ai eu l'impression de voir un gamin à qui on offrait une sucette. Donc j'ai vraiment bien aimé cette évolution-là. À l'inverse, Rose, une fois de plus, je vais la bâcher, mais le fait qu'on l'ait pas vue de l'épisode et qu'elle ait été exclue de l'intrigue principale me montre une fois de plus à quel point elle ne sert strictement à rien et à quel point elle est totalement inutile dans ce duo avec le docteur. Je suis désolé s'il y a des fans qui l'apprécient. Je me suis fait une petite réflexion, un peu drôle, quand la nana, j'ai oublié son nom, est promue pour monter au 500e étage et qu'elle regarde le doc et qu'elle lui dit c'est grâce à vous, vous me portez bonheur, et qui lui répond attends, j'ai pris des notes là pour le coup parce que c'était gros, et qui lui répond alors j'ai le droit à un baiser. Et là, je me suis dit, heureusement qu'elle n'est pas montée au 700e étage, puisque ça devenait du moins de 16. Ça m'a fait beaucoup rire, mais bon, voilà. Voilà. Ok. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à répondre? Moi, j'ai une question. Si quelqu'un a compris le rapport entre le titre de l'épisode et l'épisode, je veux bien une réponse. Parce que j'avoue, soit je suis passé comme Mireille à côté du truc, mais je vois pas le rapport entre le jeu et l'épisode. Alors, il y a Pierre qui voit ma tête parce qu'il a exactement compris ce à quoi je voulais en venir en fait. Et malheureusement, je vais même pas pouvoir répondre parce que ce serait du spoil. Donc, je ne répondrai pas. Mince. Très bien. Répondra en off. Et bah, c'est bien parce que ce serait du spoil pour moi aussi, donc c'est bien. Mais voilà, très honnêtement, je pense que c'est un truc sur lequel on pourra revenir sur l'épisode qu'on fera où on reviendra sur toute la saison. Parce que voilà, c'est quelque chose. En préparant l'émission, en fait, c'est une remarque que j'ai dit à Pierre que le titre de l'épisode n'était pas du tout adapté à l'épisode en fait. Enfin, il n'était pas adapté à cet épisode. Ouais, parce qu'en fait, du coup, si ça reprend, enfin, si c'est un spoil et qu'on comprendra par la suite, enfin, c'est un peu chelou, quoi. Non, normalement. Pour moi, il y a un problème de production là-dedans, c'est que clairement, ils n'ont pas choisi le bon titre pour le bon épisode, quoi, c'est tout. Mais, enfin, voilà. Ah. Et surtout que, alors, je crois... Alors ça fera peut-être partie des anecdotes de plus tard, je sais plus, mais je crois qu'il y avait des anciens scénarios et avec des titres qui ont été finalement abandonnés, et c'était genre en anglais c'était The Companion Who Couldn't Do, ou alors il y avait aussi le titre Adam qui finalement était beaucoup plus adapté, hein. Alors après peut-être que The Companion Who Couldn't Do ça spoilait un peu l'épisode et la fin de l'épisode, mais c'était quand même un peu plus logique quoi par rapport à l'intrigue. Peut-être. Ouais, et puis Adam, ça aurait collé avec le fait que le tout premier épisode s'appelait Rose. À la base, ça devait Exactement. être ça, de faire l'épisode du point de vue d'Adam comme ils l'ont fait pour Rose, et je sais plus trop pourquoi ils ont changé d'avis. Ok, bah... Je sais plus non plus. Ce sera on reparlera de ce fameux titre, mais pas dans cette Ils ont émission-là, peut-être je changé pense. d'avis parce que finalement Adam c'est un petit con. Là, c'est pas faux. Mais sinon, au niveau des ressentis donc de Franck, Mireille et Eden, est-ce que vous avez quelque chose à répondre? Donc par exemple le message qu'aurait pas su comprendre Mireille ou sur enfin voilà l'avis de Franck, d'Eden, non pour vous, Par rapport au message, il y en a un, moi je l'ai compris, mais est-ce qu'il est réellement important pour l'appréciation de l'épisode? Je ne pense pas. Ce qui fait que tu comprends certes le message, mais c'est pas un truc qui va transcender ton visionnage. Ok. Moi, je suis pas d'accord, tu vois. Parce que quand j'ai regardé l'épisode la première fois, je l'ai trouvé inintéressant. Enfin, la toute première fois à l'époque, hein, je l'ai trouvé super, enfin inintéressant quoi. C'est pour ça que j'avais pas envie de le regarder à nouveau. Il a fallu Et que je la finalement, force là, encore. Ouais. Tu as fait preuve d'une motivation extrême.
d'ailleurs. Et pour le coup, là, en ayant regardé une deuxième fois, j'ai vu les messages parce que pour moi, il y en a plusieurs et j'ai trouvé ça vachement intéressant et percutant. La satire des médias, par exemple. Mhm. La passivité des journalistes qui posent aucune question, qui sont complètement à la masse. Potentiellement leurs mensonges, mais sans vouloir tomber dans le conspirationniste. Hein. Et le besoin d'être de plus en plus connecté via une puce. Enfin, en l'occurrence, dans l'épisode, via une puce. Et je dirais même qu'il y a une histoire alors, de croyance collective, c'est peut-être pas le bon mot, mais la facilité à faire croire quelque chose à un ensemble de personnes. Enfin voilà, t'as une promotion en allant au 500e, les gens ils en reviennent pas et tout le monde pense que c'est normal, personne se pose de questions quoi. Et je pense que c'est à mettre en parallèle avec pas mal de choses de notre société actuelle. Alors, en fait, bah ouais, enfin, moi, c'est ça, au final, que j'avais un peu ressenti. Je m'étais dit, mais l'épisode ne pourrait même pas être plus actuel qu'il ne l'est maintenant, en fait. Je pense qu'il était même pas aussi actuel, il était peut-être limite même visionnaire au moment où il a été diffusé, parce qu'on n'en était pas, en tout cas, nous, hein, après les Britanniques, je sais pas exactement, mais nous, on n'en était pas à ce point de devoir vivre avec des infos limite H24, etc. On le voit en plus en ce moment avec le contexte actuel. Où très clairement, enfin voilà, à un moment, on parle même du climat de peur, etc., que peuvent donner les médias, justement, à force de les regarder H24, à essayer vraiment de creuser, à plus vouloir faire dans le sensationnel plutôt que dans le factuel. Donc, enfin voilà, moi, c'est vraiment ça que ouais, assez actuel au final, comme message. Tu prends l'exemple de la puce, enfin on a l'exemple d'Elon Musk avec sa fameuse puce Neuralink quoi. On est en plein dedans. Ouais, oui, mais de toute façon, il prend toutes ses idées, dans Doctor Who, lui, mais Non, mais c'est fait d'avoir cette connexion H24 qui était, comme tu dis, Cédric, c'était vraiment intéressant. Ça fait très actuel quand tu revois cet épisode en 2022. ouais. Après, je sais pas C'est si vrai que vous c'est intéressant. connaissez. Je sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, Yes, mais moi j'allais ça y m'y a venir. fait beaucoup penser. Ouais, Oui. c'était vraiment, je me suis dit ça aurait très bien pu être un épisode de ça. Donc je sais pas si tout le monde connaît. Là, j'ai vu des oui, mais Alors, moi, je J'ai connais pas de vu nom, quelques mais j'ai pas regardé. ouais, en fait, bon, en gros, c'est une série où chaque épisode est unique et indépendant, où ils prennent en gros un élément de technologie et ils vont en gros jusqu'au bout du truc pour montrer à quel point ça peut être génial, mais aussi tous les travers que ça peut apporter. Donc parfois, c'est des fins dramatiques, quoi, souvent. Et du coup, c'est vrai que là, dans cet épisode-là, le fait qu'ils puissent avoir une puce pour accéder complètement à la connaissance, etc., bah, ça te semble absolument incroyable, sauf que bah, en fait, le travers du truc, c'est que bah, t'as le 500e étage qui a accès aussi à tout ce qu'il y a dans leur cerveau. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était assez intéressant et de voir jusqu'où tu peux aller, mais à quel prix, quoi. Sur... Bah, à quel prix? On y est déjà plus ou moins en fait quand tu prends ton téléphone portable qui est soit sous Android, soit sous Apple. Enfin, pour l'immense majorité des gens, tu confies énormément de données, consciemment ou inconsciemment pour certaines personnes, je sais pas, mais à ces géants du numérique. Donc, certes, c'est pas dans ta tête, mais sachant que ton téléphone a 2 caméras à l'avant, à l'arrière, a un micro, a un GPS et compagnie, honnêtement, est-ce qu'il y a une grande différence? Je suis pas sûr. Et Ah pas bah que non, le c'est sûr, mais après, faut de nouveau se rappeler que l'épisode est sorti en 2005. À l'époque, il n'y avait peut-être pas autant d'informations qui tournaient, etc. C'est sûr que s'il sort maintenant, on se dirait peut-être que bah oui, c'est déjà l'époque dans laquelle on vit. Bah, je pense que tu soulèves un point intéressant. Je pense que c'est pour ça que j'ai adoré celui-ci. Et j'ai bien aimé celui avec le Dalek, mais j'étais un peu dérangé par le côté un peu visionnaire du futur qu'ils ont essayé de créer il y a 15 ans, qui est complètement has-been par rapport à ce qui est le cas réellement aujourd'hui. Et à l'inverse, cet épisode où ils ont essayé d'être visionnaires et ils ont tapé dedans, je trouve que c'est d'autant plus percutant et intéressant à regarder. Non, mais en plus, dans cet épisode, tu sens qu'on est dans le futur, tu sens qu'on est dans une autre société et tu peux te projeter dedans en disant est-ce que ça va se passer comme ça dans 200 000 ans? Et c'est assez intéressant la vision qui ressort de cet épisode. Oui, c'est sûr. Enfin, après, au début, quand on apprend quand même qu'il y a combien 19 milliards d'êtres humains sur Terre, alors que déjà là, on est 7 milliards, on a l'impression d'être de trop. On se dit, mais juste comment ils tiennent à 19 milliards là-dessus. Mais, mais bon.
Ouais, non, enfin, ouais, moi j'ai trouvé ça vachement. Et puis au final, bah, on peut revenir justement sur Adam, qui lui, de son côté, bah voilà, enfin, le mec, c'est un gros geek, entre guillemets, et il veut absolument le dernier truc à la mode sur place. Il veut la puce, alors qu'enfin, moi, clairement, rien ne s'approche de ma tête. Hein. Je préfère rester dans l'ignorance que de me faire injecter une puce dans la tête, quoi. C'est un truc de fou, ça. Ouais, c'est clair. Je suis tellement d'accord. Ouais, mais est-ce que c'est pas un discours. Je suis désolé, ne te vexe pas de ce que je vais dire, hein, surtout. Mais est-ce que c'est pas un discours de. Comment je pourrais dire pas de réac, mais de. Tu prends les gens il y a 20 ans en arrière, il y en a plein qui avaient ce même discours-là avec les téléphones, enfin les smartphones et compagnie. Jamais je serais connecté en permanence. Et au final, aujourd'hui, tu regardes 20 ans plus tard, l'immense majorité des gens est ultra connectée. Est-ce que la suite logique à ça, c'est pas. Peut-être pas à très court terme, mais à moyen long terme, est-ce que c'est pas une puce qui nous relie tous les uns les Je autres? pense je pense qu'il y a quand même il y a un juste milieu à avoir. Très personnellement, enfin voilà, moi je suis un gros geek aussi. J'aime bien avoir tout ce qui est high-tech. Le téléphone portable, je suis un peu l'actu. J'aime bien avoir un des plus récents généralement. Mais très clairement, jamais rien. On me foutra jamais rien dans le crâne, quoi. À partir du moment où Ouais, justement, mais ce sera vicieux, ce sera pas conscient. bah, enfin, là, il était conscient. Je te donne un exemple tout bête. Avec l'évolution de la médecine et des choses comme ça, imagine par la suite, on arrive à créer un œil électronique. T'as un souci à un œil, tu perds la vue. Et on te propose de te greffer un module électronique. Bah, mine de rien, tu vas commencer entre ne plus voir du tout et avoir des modules électroniques qui te permettent de retrouver un sens perdu. Je pense que petit à petit, on va amener les gens à accepter de plus en plus. C'est ce qui se fait en fait à chaque nouvelle technologie. On amène les gens à l'accepter de plus en plus jusqu'au moment où ça devient normal. Et c'est tellement normal que ceux qui sont en dehors, on va dire, de cette normalité deviennent des minorités et franchissent le pas un peu plus facilement par la pression peut y avoir autour d'eux. Peut-être. C'est un exemple complètement farfelu, hein, j'en suis d'accord, mais c'est juste pour montrer comment quelqu'un qui pourrait être réfractaire d'entrée de jeu pourrait accepter d'avoir un module greffé à terme. Adam, je suis pas sûre que ce soit l'aspect technologique qui l'ait attiré. C'est vraiment l'attrait de la connaissance et du savoir qui l'ont poussé qui l'ont poussé à se faire greffer la puce. Je pense que l'aspect technologique, il s'en foutait un peu. Non, l'aspect technologique, c'est juste pour pouvoir les développer dans le présent et après avoir se gagner plein d'argent. Hein. La technologie s'en fout, c'est vraiment Tu le penses savoir. qu'il était vénal? Bah, pour le coup, oui. Ah, tu vois, bah, je sais pas, moi je le voyais plutôt comme je disais plus tôt, comme un gamin qui voit une nouvelle technologie qui a l'air super tendance et il est là, ah putain, trop bien, je le veux, je le veux, je le veux. Je le voyais plus comme ça que comme le mec qui voulait se faire de l'oseille sur ça en revenant dans le passé. Un peu des deux, je pense qu'il fait ça parce que oui, en effet, ça l'intrigue. Ça l'intrigue, hein. Mais il veut aussi ça parce que ça va lui apporter plein de connaissances dont il va pouvoir se servir pour ensuite gagner de l'argent. Je pense que tu fais référence au fait qu'il laisse des messages à ses parents comme preuve, entre guillemets, de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Et moi, j'ai plutôt interprété ça comme ça, je pourrais parler de ce que j'ai vu sans qu'on me prenne pour un taré, j'aurais des preuves. Mais je pense pas qu'il voulait utiliser ça à des fins financières. Enfin, je pense pas. Moi, Je pense un peu comme Mireille. ça. Alors, en fait, quand j'ai fait des recherches pour les anecdotes, etc., j'ai trouvé en fait une info sur Adam, comme quoi en fait il y avait des scènes coupées dans cet épisode-là, et qui explique pourquoi il cherche à tout prix à avoir la connaissance. Et ce serait expliqué en fait par le fait que son père était atteint d'une maladie et qu'il en est décédé, si je dis pas de bêtises. Et que du coup, il cherche en fait à avoir la connaissance pour pouvoir revenir dans le passé et sauver son père. Donc pas C'est du tout dommage pour de d'avoir l'argent, retiré Hélène. ça. Eh ben, j'avais qu'à laisser ces scènes. Ça me donne foi en l'humanité. Et en même Ouais. temps, j'ai l'impression que tu vois, c'est un excellent moyen, comme je disais plus tôt, d'accepter ce qui nous semble inacceptable aujourd'hui. C'est clair que pour sauver un proche, est-ce que je serais prêt à me faire mettre un tracker dans la tête? Oui, sans hésiter, pour sauver un proche. Mais c'est dommage de couper des scènes comme ça parce que du coup, ça explique à peu près toutes les actions d'Adam dans l'épisode. Et du coup, C'est ça. là on spécule alors que s'il y avait eu ces scènes-là, ça aurait été clair et net, quoi.
Bah c'est Non, ça, mais puis je c'est- trouve qu'il aurait vachement gagné en profondeur en plus le personnage, Ouais. que c'est vrai que là t'as juste l'impression que c'est un petit imbécile qui fait n'importe quoi et qui fout le bordel quoi. Ouais, mais après, est-ce que c'était justement pas un moyen plus facile, entre guillemets, de se débarrasser de lui dans la série? Mm. Parce qu'en gros, si tu lui donnes ses motivations légitimes, le spectateur s'attache à lui. Donc, au moment où le docteur, en fait, le bazarde, j'ai envie de dire, bah là, le spectateur, bah, c'est qui le salaud là-dedans? C'est le docteur, quoi. Alors que là, pour l'instant, quand tu sors sur la fin de l'épisode, bah, tu te dis que c'est Adam qui a été carrément con, quoi. Donc, Ouais, mais dans ce cas, pourquoi t'as intégré Adam dans l'aventure et qu'est-ce que tu voulais en faire au final si c'est pour enlever ces scènes-là qui lui auraient ajouté du background et une histoire intéressante, hein. Bah c'est justement en fait le Adam il a été ajouté dans l'épisode pour dire alors à l'époque comme justement vous êtes plusieurs à le dire que l'alchimie entre Rose et le docteur était pas exceptionnelle. En fait c'était pour dire que Rose elle était pas arrivée là par hasard, que le docteur l'avait choisi et que finalement Adam il avait pas été choisi et que c'était pour ça qu'il était pas qu'il avait été viré à la fin de l'épisode. d'ailleurs, il le dit, hein, le docteur. Hein, il le dit, moi, je garde que les Attends, bons, mais comme petite Rose. question. Ils sont tournés comment les épisodes? Enfin, toute une saison est tournée avant diffusion ou est-ce que c'est en temps réel? Enfin, ils tournent un épisode, ils le diffusent, ils en tournent un autre, ils le diffusent. Non, non, tout Non, a été il tourné tourne en avant. bloc. Il est tourné en Ils les ont bloc. pas tournés dans l'ordre en plus, je crois, non? Et donc, Non, ils ont tournage, anticipé le fait que les ça- gens trouveraient le duo dégueulasse. c'est des tournages traditionnels, donc tu tournes des scènes et tu fais le montage et ensuite t'as la saison. En gros, cet épisode-là a été au lieu d'être tourné entre Dalek et le prochain épisode, il a été tourné en même temps que l'épisode qui arrive après le prochain, en fait. Ouais, mais alors du coup, je comprends pas ils ont mis ça pour montrer que l'alchimie avec entre Rose et le docteur marche pas, mais c'est quand même un choix Enfin, je suis désolé Pierre, mais j'adhère pas à cette théorie parce que ça veut dire que avant la diffusion, ils avaient conscience que le duo était merdique, mais ils l'ont quand même laissé. Enfin, c'est spécial quand même. Non, c'était pas forcément qu'ils avaient conscience que le duo était merdique, mais en fait, Rose, il a été tourné au début avec deux autres épisodes. Et plus tard dans la saison, enfin plus tard dans le tournage, il y a eu l'épisode de Adam avec bah, du coup l'épisode mentionné par Cédric. Que de mystère, que de mystère. Putain, les gars, vous m'avez perdu si je suis honnête. Écoute, je suis juste déçu parce que a priori on le reverra pas de ce qu'a dit Cédric et je suis un peu déçu parce que je commence un peu à m'attacher à ce gars et bah, tant pis si on le revoit pas, mais c'est dommage. Après, enfin, voilà, donc dans tous les cas, il a été... ils ont considéré que de toute façon, il s'était mis en danger, qu'il avait mis en plus en danger le docteur, parce que sans lui, le docteur pouvait réussir à rester, entre guillemets, secret. C'est justement à partir du moment où il ouvre sa puce que l'éditeur a la possibilité de connaître toutes les informations sur le docteur, le TARDIS, etc. À partir de là, le mec, il voulait prendre le TARDIS. Et enfin voilà, donc c'est à partir de là, en fait, c'est cette grosse connerie qui a été faite qui fait que de toute façon, le docteur ne voulait pas reprendre le risque avec cette personne-là qui lui a limite été imposée en plus par Rose, parce que c'est pas lui comme il a pu le faire sur un précédent épisode où il a fini lui-même par dire à Mickey « Viens avec nous ». Là, c'est Rose qui a dit on l'emmène. Donc, limite, il l'a un peu emmené pour faire plaisir à Rose. Et effectivement, voilà le retour. Bah déjà, dès le début de l'épisode, appelle il s'évanouit. Finalement, c'est limite si elle ne regrette pas de l'avoir embarqué, quoi. Donc voilà, après, le personnage en lui-même, effectivement, je trouve qu'ils l'ont emmené pour pas grand-chose. Alors, avec les scènes coupées. Parce que au final, on le voit pas faire grand chose finalement à part la boulette qui fait que t'as juste l'impression qu'effectivement le mec la seule chose qu'il a fait dans cet épisode c'est faire une connerie quoi. Oui, et puis en plus, tu le vois très vite faire son truc de son côté, tandis que Rose et le docteur sont ailleurs. Donc il n'y a pas Bah, tellement Rose est nulle part en d'interaction, fait. Bah, si, Alors- Rose, elle est avec le docteur. Ça par contre ça je suis vachement étonné que tu dises ça parce que j'ai trouvé au contraire que le duo Rose et le docteur il fonctionnait vachement bien sur cet épisode. Parce que justement, c'était le premier épisode où on les voyait ensemble, contrairement à l'épisode du Dalek où ils étaient séparément, ils étaient jamais ensemble, etc. Ils vivaient un peu leur aventure dans leur coin. Mais là, on avait pu constater que Rose commençait à enquêter de son côté, à prendre part à l'action, j'ai envie de dire.
Là, on se rend compte dans cet épisode-là que clairement, elle est avec lui. Quand il y a la discussion avec Katika, elle est derrière. Elle commence à réfléchir au moment où ils font justement, où ils voient la technologie qui est sur ce satellite. Elle commence à poser des questions, elle s'intéresse. C'est elle aussi qui pose finalement la question qui serait apparemment la plus intelligente. C'est pourquoi il fait aussi chaud. Enfin, je suis vachement étonné en fait que tu aies l'impression qu'elle était absente parce que je trouve qu'elle était vachement présente sur cet épisode et que justement elle a joué pas mal de rôles en fait. C'est tellement. Attends, mais je m'en rappelle pas du tout. C'est pourtant l'épisode. En plus, on en a débriefé un peu ensemble après que je l'ai regardé. Je me rappelle pas du tout de ces interventions. La seule intervention d'elle que je me rappelle dans l'épisode, et qui pour le coup, là, à ce moment-là, je me suis dit, ah putain, on dirait qu'il y a un début d'alchimie peut-être entre les deux. C'est quand il dépose Adam chez lui, et que le docteur se paye sa tête en claquant des doigts pour ouvrir sa trappe frontale, et que Rose se met aussi à claquer des doigts à la fin en mode, t'as vu, je me fous aussi de ta gueule, avec le petit sourire en coin au docteur et tout. Et là, j'ai eu l'impression, je me suis dit, putain, on dirait qu'il y a une étincelle de quelque chose. Mais c'est vraiment le seul passage qui m'a marqué avec elle. Je suis désolé, du coup, navré si j'en ai braqué plus d'un, mais je la trouve insipide, une fois de plus. Moi, je suis d'accord avec Cédric. C'est peut-être la première fois depuis qu'on fait le podcast que je trouve que le duo, le Docteur et Rose, fonctionne réellement. Elle participe à l'aventure, elle participe aux réflexions par rapport à ce qui se passe. Et ouais, on peut dire que cet épisode, c'est un peu le véritable début du duo. Pardon. Mais oui, parce qu'au final, je trouve qu'en effet, jusque-là, alors j'avais vraiment même l'impression qu'on n'était pas du tout sur la même limite sur la même saison, quoi. On n'a pas l'impression que qui se sont rencontrés à peine quelques épisodes avant, parce que clairement ils se parlent limite. Enfin voilà quoi, les échanges sont fluides. Il n'y a pas d'hésitation. Enfin c'est vraiment comme si c'était un duo qui voyageait ensemble depuis des lustres quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait ça m'étonne vachement après. Enfin moi personnellement non, ça m'a pas braqué, mais c'est vraiment ouais le fait que voilà, l'impression que pour toi elle était pas du tout présente, alors que dès qu'il y a eu le docteur, même Adam d'ailleurs le dit, puisqu'à un moment elle lui demande elle demande à Adam si elle veut qu'il reste avec, s'il veut qu'elle reste avec lui. Il lui dit non, t'as qu'à aller avec le docteur. Et après alors, ça, je sais pas pourquoi, parce que après c'est lui qui lui dit au pire de rester, et qui lui dit de toute façon tu préfères être avec lui, ce serait difficile de se mettre entre vous. Et au final, par la suite, elle est toujours avec lui, quoi. Elle est avec lui au moment où je te dis, où il y a l'échange avec Katika, où ils font un échange. Alors moi, je trouve d'ailleurs que la scène, elle est assez sympa, parce qu'ils ont un peu une position où lui, il est sur un siège, elle est juste derrière. Enfin voilà, quoi. Il y a vraiment un duo, quoi, un binôme. Après, au moment où elle fouille, où il va fouiller dans la tuyauterie, enfin voilà, c'est pareil, elle est là, il s'envoie un peu des vannes, mais en rigolant. Enfin voilà, c'est pour ça, moi je l'ai trouvée vachement présente sur cet épisode-là en fait. Mais vous êtes en train de me foutre les boules là. Si je peux, je suis assez d'accord avec toi. Alors pas sur le fait que quand on regarde Rose et le Docteur, on a l'impression qu'ils sont ensemble depuis des dizaines d'épisodes, mais sur le fait que c'est un peu moins, c'est plus un boulet dans cet épisode, et je pense que c'est peut-être c'est expliqué par la présence d'Adam, et c'est peut-être pour ça qu'il était là, pour justement qu'elle se détache de ce côté boulet, et qu'elle commence un peu à prendre sa place. Elle a des infos qu'Adam n'a pas, donc en fait c'est, au lieu que ce soit elle qui pose les questions, bah là c'est transmis, c'est Adam qui le fait. Et du coup, ben, t'as vraiment l'impression qu'ils sont. Alors oui, qu'il y a une certaine, j'irais pas jusqu'à dire alchimie, mais qu'il y a un lien entre le docteur et elle, et que du coup, ça fonctionne un peu mieux. Oui. Ouais. Oui. Et t'as pas trouvé ça insupportable? Non, au contraire, je l'ai trouvé plutôt bien amené. Enfin, ça a été fait en douceur. Pourquoi j'aurais trouvé ça insupportable? Mais alors après, encore une fois, je suis pas objectif parce que je pense que je l'ai un peu pris en grippe. Vu Tu comme t'es vous m'en attaché à parlez, Adam, toi. ouais, bah ouais, le côté geek, le côté un peu gamin émerveillé, insouciant de ce qui aurait pu arriver, ouais, je m'y suis un peu attaché. Mais pour C'est revenir parce qu'il me sur ressemble. Rose, hein? Je dis c'est parce qu'il me ressemble. Bah, je pense qu'ils nous ressemblent tous dès qu'on a un petit côté technophile. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Dora, d'entrée de jeu, quand ils sortent du Tardis, j'ai littéralement l'impression que le Doc et Rose se foutent de la gueule d'Adam, mais vraiment. Et
et moi, ça m'a agacé venant de Rose, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais... Oh, t'étais dans la même position qu'Adam au cours des 4 derniers épisodes, donc t'as aucune légitimité pour te payer sa tête, en fait. Ouais, J'ai pas remarqué ça. ce passage, il m'a énervé aussi. Qu'elle fasse genre la meuf qui sait tout, genre vas-y, que le docteur donne-moi toutes les infos que j'ai à savoir, et puis comme ça je me la pète devant. Après, oui, devant Adam, alors qu'il y a c'est le docteur qui exactement lui a ce que tout j'ai expliqué pensé. juste avant. Je me suis dit, je me suis dit littéralement dans ma tête, cette vieille meuf. Ah, après, je pense il y a peut-être une petite... Adèle, est-ce que t'as pas été plus vulgaire et plus, si t'es honnête? Non, j'ai vraiment dans ma tête, j'ai hésité. Attends, je crois même que je l'ai mis dans mes notes, vieille meuf, je crois que j'ai marqué. Attends, après, il Attends. va falloir qu'elle repasse des excuses. Oui, j'ai marqué VM qui veut impressionner Adam, tu vois, vieille meuf. Non, mais Bah après... écoute, je pense exactement comme toi. Non, mais après, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être un petit moyen, un petit renvoi par rapport à l'épisode précédent où justement Adam avait quand même le melon, justement au moment où il y a eu la petite scène de flirt. Où il disait ouais je suis intelligent, à 8 ans j'ai réussi à hacker ça et tout. Est-ce que c'était juste pas un moyen de rééquilibrer les choses en lui montrant bah tu vois gars tu connais pas tout et elle son petit plaisir personnel peut-être de se venger d'être passé un peu pour la con du précédent quoi. Ouais, j'adhère plus à cette théorie-là que à l'autre. Ouais. Ouais, Pareil pareil. pour moi. Bah elle a aucune légitimité, parce que d'un côté, Adam, par rapport à son époque, je pense qu'il est réellement savant, je pense qu'il sait réellement des choses, et qu'il déduit réellement des choses. Autant Rose, à part répéter et redégueuler ce qu'on lui a fait avaler, enfin ce que le docteur lui a fait avaler, j'ai pas l'impression qu'elle apporte plus que ça. Donc, pas bon. On verra, hein, peut-être. Franchement, j'ai hâte de voir le prochain épisode, juste pour voir si l'étincelle de la fin dans le duo s'intensifie ou si ça retombe net. Non, mais après, dans tous les cas, enfin voilà, effectivement, de toute façon, le duo, il a eu du mal à démarrer. Après, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va prendre réellement, on ne sait pas, parce que voilà, moi j'ai trouvé que sur cet épisode, voilà, il était beaucoup plus. Enfin voilà, il y avait vraiment une aventure en commun. Ce qui n'avait pas été le cas finalement sur les précédents épisodes, à part peut-être le premier éventuellement, parce que voilà, elle est mise dans le bain tout de suite, Rose, mais sinon le deuxième, bah, comme on l'avait dit, elle était planquée. Le troisième, bah, c'est pareil. Elle a fait Hein. aventure à part. Donc voilà, mais en même temps, c'était l'épisode qui était à part. Après, les deux épisodes, l'épisode double, bah, c'est pareil. Au final, elle suivait le docteur, mais elle prenait pas part, quoi. Donc En fait, elle subissait l'action plus qu'elle entreprenait des choses par rapport à cet épisode-là. voilà, donc là on arrive peut-être à la fin de sa montée en compétence, j'ai envie de dire, où elle commence à apprendre des choses, elle va même jusqu'à utiliser le tournevis sonique du docteur, donc enfin voilà, après on verra effectivement hein, comment que ça va évoluer sur la suite, mais c'est vrai que perso j'avais trouvé que sur cet épisode c'était quand même le premier épisode où justement ça passait bien quoi. T'en as pensé quoi toi à ce niveau-là, Mireille? C'est toi qui étais perdu un petit peu la semaine dernière entre Mickey, le docteur, Adam, avec Rose. Bah, alors, j'ai noté parce que ça m'a si on parle du love interest, ça m'a encore plus perdu parce que quand ils arrivent dans le satellite ou dans la station, là, le docteur lui dit une phrase, enfin genre profite de ton premier date. Et j'étais là genre mais premier date, mais c'est quoi ce délire? Il y a Mickey, il est où Mickey dans cette histoire? Donc moi j'étais un peu perdue à ce niveau-là. Mais après, oui, effectivement, enfin pour en revenir un petit peu à ce qu'ils se disait précédemment, j'ai trouvé aussi que Rose, elle s'affirmait dans cet épisode plus qu'elle ne l'avait fait avant, en fait. Ok. Et toi, Eden? Non, moi un peu comme Mireille, dans le dernier épisode j'étais un peu perdue comme tu disais, hein, mais en fait tu penses ça y est, t'as déjà oublié Mickey, c'est Adam, c'est le docteur. Là on voit que dans cet épisode, bah, c'est un peu pareil, c'est Adam le docteur, on voit quand ils rentrent dans l'ascenseur, ils se tiennent la main. C'est vrai que c'est un peu perturbant. Après au niveau de Rose en elle-même, comme vous dites, c'est vrai que c'est le premier épisode où elle prend un peu les choses en main. Donc ça fait plaisir à voir, même si c'est pas non plus
Non, Parfait, bah hein, c'est sûr. mais... Après, mais c'est surtout qu'en plus, je trouve quand même sur. Là, on va passer plus parler au niveau des personnages. Donc, on a déjà pas mal parlé du Docteur et Rose, surtout de Rose et de Adam. Mais Adam. Mais en fait, je trouve qu'ils ont. Comment dire? Je trouve qu'il y avait pas mal de personnages quand même et que c'était assez complet en termes de personnages. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? J'aurais Ouais. peut-être dû vous poser la question avant de dire moi mon avis, excusez-moi. Et vas-y Franck, tu disais? Non, je confirmais ce que tu disais. Je trouve aussi que c'était assez complet et les personnages étaient assez intéressants. Et Eden, toi aussi, je crois que tu allais parler. Non, j'ai dit exactement la même chose. Ok. Ouais, entre justement, donc il y a Katika qui a l'air d'être assez carriériste. Il y a la petite Suki toute mignonne au début. Puis, enfin voilà, déjà, je trouve que ces deux personnages, en fait, on arrive à vachement les intégrer assez rapidement. On arrive à comprendre un peu qui c'est, et puis j'ai envie de dire, on a envie de les suivre. Alors que, enfin voilà, la session à laquelle apparaît, enfin à laquelle assiste le Docteur et Rose. Enfin voilà, hein, il n'y a pas que les deux, mais pourtant, enfin voilà, on arrive quand même à s'intéresser à ces deux personnages. Et j'ai trouvé ça, je les ai trouvés bien construites en fait, ces deux persos. En plus, ça donne des clés sur comprendre l'époque dans laquelle sont le Docteur et Rosa. Ouais, et elles ont même un background, ce qui n'était pas le cas des autres personnages secondaires qu'on a pu voir dans les épisodes passés. Même dans Dalek, qui est un épisode que j'ai bien aimé, encore une fois, où Godard, tu sais pas d'où elle venait, tu la voyais à l'instant T, mais tu voyais ni le avant, ni le après. Là, avec Suki, il y a un espèce de fond, tu vois, t'as l'impression qu'il y a quelque chose. Ouais. J'ai bien aimé. Alors c'est vrai que moi, alors j'étais déçu en fait qu'on la voie pas plus, Suki. Mais j'ai bien aimé le passage au final où elle est promue au 500e étage. Je vais vous le passer ce passage-là parce qu'en fait il y a deux passages sur cette seule scène. J'ai galéré, Eden en est témoin, à décider en fait de quel passage je passerai. Mais on va déjà passer le premier que j'ai trouvé quand même vachement sympa et c'est là qu'on a pu faire enfin la connaissance de l'éditeur joué par le geek britannique, enfin l'un des geeks britanniques les plus connus, Simon Pegg. Donc voilà, donc on va écouter le passage. Qui êtes-vous? Je suis l'éditeur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plein de cadavres partout. Pourquoi? Avant de poser vos questions, vous voulez bien nous confirmer votre nom? Mon nom est Suki Macrae Cantrell, née en 199 dans la République indépendante de Morocco. Menteuse! Mes passe-temps favoris sont la lecture et l'archéologie. Je suis pas une experte, cela dit, j'adore faire des recherches. Menteuse! Je veux travailler pour le satellite 5 parce que ma sœur voudrait bien aller à l'université et ici les employés sont bien payés. Menteuse! Voilà. Donc alors, j'aime bien en fait j'aimais bien ce perso où justement il était un peu tout gentil, tout mignon, tout limite naïf en fait, tu vois. D'ailleurs quand elle arrive au 500e étage, voilà, donc déjà elle voit les cadavres, mais par contre elle a pas peur d'y aller. Mais voilà quoi, il y a un peu la naïveté. Elle fait bien la naïve quoi, je trouve. Alors, moi, sur cette scène-là, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, la scène des cadavres / squelettes, elle m'a fait sursauter, littéralement. J'ai fait un bond dans mon lit. J'ai vraiment eu peur. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à son double jeu, j'ai l'impression d'avoir vu, peut-être pas une incohérence, mais peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Avec ce truc des puces dans le cerveau, logiquement, du coup, ils ont accès à absolument tout ce que savent et pensent les gens. Donc, comment est-ce qu'ils n'ont pas vu avant qu'elle jouait un double jeu? Je comprends pas. Elle a modifié son ADN ou son je sais plus quoi, je crois. C'est à cause de ça qu'ils n'ont pas pu détecter de suite. Ça reste une explication scénaristique un peu spéciale et je suis comme toi Mireille, ça fait partie de ce que j'appelle mes coups de gueule. Des réactions? Est-ce que les Wuvian peuvent nous balancer l'info qui ont l'air de les démanger c'est pour ça que je leur demande.
J'ai l'impression qu'en fait, ils sont tous à regarder. Bon, qui c'est qui va se lancer pour répondre? Nous vous Ah, écoutons non, attentivement. moi j'ai pas d'infos, hein, donc je laisse les autres. Pareil, Pareil. je vois pas ce que je peux dire comme Adèle, hein. Non, alors après, effectivement, il y a quand même la question qui se pose, enfin voilà, on le voit pendant l'épisode où justement, c'est pas forcément infaillible parce qu'il sent qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Alors au début de l'épisode, on peut voir qu'au moment où il recherche justement, où l'éditeur il recherche à savoir qui est-ce qui cloche, on s'attend tout de suite à ce qu'il trouve le docteur Eros puisqu'ils sont dans un endroit où finalement ils sont pas déclarés, etc. Et finalement, le twist, bah, ils arrivent à nous sortir que finalement c'est Suki. Et Suki serait en plus, si. Alors, c'est après, moi j'ai regardé qu'en VF, donc je sais pas si en VO ça dit la même chose. Ce serait juste la dernière survivante d'une espèce de. Résistance. Ouais, voilà, d'une espèce de résistance. Donc, ce serait la dernière. Donc, elle aurait réussi quand même à avoir les moyens d'avoir la possibilité de se. Voilà, comme c'est dit, il y a eu une modification biologique, ou je ne sais plus exactement comment c'est dit, qui fait que. Qui fait qu'au final, oui, elle a réussi à passer, on ne sait pas comment, mais ça montre bien que c'est pas forcément infaillible. Après, elle a peut-être justement compris aussi le fonctionnement, puisque on apprend quand même à la fin, quand c'est Katika qui, elle, fait finalement, qui arrive à hacker à la fin de l'épisode pour réussir à faire monter le chauffage, donc pour que le Jagrafest il galère, etc. Enfin, pour que tout commence à fondre, qu'il commence à faire chaud, etc. C'est parce que elle pense par elle-même. Donc c'est juste que elle arrive, malgré cette puce, à penser par elle-même. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. C'est juste qu'ils sont pas. Voilà, elle savait à quoi s'attendre, donc elle a juste réussi à ne pas se laisser. Manipuler. Comment dire, pas convertir, mais voilà, manipuler par les médias. Voilà, c'est un peu ce qu'on nous dit actuellement, hein, manipulation des médias. Mais voilà, je pense qu'il y a de ça en fait dans l'explication. Après, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais Je sais pas, tu penses que la puce manipule les gens ou c'est les gens qui se manipulent entre eux? Enfin, la pression des médias, de l'information qui est délivrée, etc. est tellement forte que les gens se conforment. Tu penses qu'ils sont conformés ou manipulés? moi je pense en fait En fait, je suis en train de. Je bloque parce qu'il y a, parce qu'il y a un passage d'épisode en fait que je m'étais mis de côté pour limite pour répondre à ça. Mais c'est peut-être un peu tôt pour le passer. Pour moi, en fait, c'est expliqué à la fin, justement, quand l'éditeur quand l'éditeur est face au docteur, en fait, il explique que. Enfin, au début de l'épisode, parce qu'il y a 3 temps, en fait, sur cette technologie de la puce. Au début de l'épisode, quand Katika et Suki font une démonstration au docteur, on apprend qu'en fait, Katika ne sait même pas ce qu'il y a dans le flux d'informations. Elle est juste, en fait, elle fait juste transiter l'information. Moi, c'est ce que j'ai compris sur le premier passage. Je ne sais pas si. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est un passage qui m'a extrêmement plu, le fait qu'on utilise les synapses et les connexions de neurones pour faire du calcul. Voilà, donc J'ai adoré. c'est uniquement de la transition. Donc en fait, ça rentre, ça sort, elle ne se souvient même pas des informations qui sont passées. Après, il y a le passage de l'éditeur où c'est l'éditeur qui dit qu'effectivement, donc c'est lui qui manipule les informations et qui en plus peut reprendre des informations du cerveau. Donc voilà, après, est-ce qu'il y a finalement une possibilité pour que ça fonctionne, sachant que, et c'est pareil, Suki, elle n'a pas la même puce. Elle l'a pas, elle, au niveau de la tête. Elle n'a pas la même puce, puisqu'elle n'a pas le même rôle que Katika. Eux, je crois que c'est au niveau des mains qu'ils posent. Enfin voilà, ils posent leurs mains à un certain endroit. Et voilà, alors est-ce que c'est ça aussi qui lui permet justement de garder un petit peu, presque, j'ai envie de dire, son libre arbitre, et qui lui permet d'avoir un petit peu. Enfin, d'avoir plus caché, quoi. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire, parce que rien que Je pour moi, pense ça ne que ma l'était pas. question n'était pas très claire de base. Ce que j'entendais, c'est que quand on revient sur le second temps dont tu parlais avec l'éditeur qui manipule l'information, est-ce qu'il manipule directement ce que les gens pensent via la puce ou est-ce que l'information, il la formate de façon à leur faire croire que la réalité est de telle ou telle façon pour qu'ils réagissent en adéquation avec cette réalité
mais manipulé. clairement, il la formate. Je vais le passer le passage parce que c'est exactement, Vas-y, fais-toi c'est plaisir. exactement ce qu'il explique. On l'écoute. Créer un climat de peur. Et il est plus facile de garder les frontières fermées. Mettre l'accent là où il faut, c'est ça l'important. Le bon mot dans la nouvelle adéquate, répété suffisamment souvent, peut déstabiliser une économie, inventer un ennemi, changer un vote. Alors toutes les personnes sur Terre sont des esclaves? À ce propos, il y aurait une petite question à se poser. Est-ce qu'un esclave est un esclave s'il ne sait pas qu'il est un esclave? Oui. Oh, moi qui avais espéré un débat philosophique, je vais devoir me contenter d'un ouais. Oui. Vous n'êtes pas drôle. Enlevez-moi ces menottes et je vous montrerai combien je peux être drôle. Oh, c'est qui s'énerverait? Mais je vous en prie. C'est un grand système. Vous devriez l'admirer rien qu'un tout petit peu. Vous n'arriverez pas à cacher ça éternellement, ça va se savoir. Il peut se produire qu'une personne se pose des questions, mais le système contrôlant les puces me permet de voir l'intérieur des cerveaux, de discerner les moindres doutes et de les étouffer. Voilà, donc en fait, il l'explique bien au début de ce passage-là que, en gros, c'est en mettant le bon mot au bon endroit, le répéter assez longtemps. En gros, c'est du subliminal, quoi, j'ai envie de dire. Pour moi. Et bah, je sais pas. Pour moi, tu vois, on est encore dans le doute parce que sa conclusion, repérer ceux qui pensent différemment et entre guillemets les réduire à néant, est-ce que c'est manipuler ce qui se passe dans leur cerveau pour qu'ils aient plus de doute ou est-ce que c'est les éliminer au sens propre du terme, les flinguer? Tu vois, même là, je trouve qu'il y a le doute qui subsiste. Franchement, c'est des questions à la con qui me trottent dans la tête et quand j'ai pas de réponse, je fais qu'y penser, c'est horrible. Les questions, non, mais au final, là, on l'a bien vu avec au final, avec Suki, puisqu'il l'explique aussi à un moment dans l'épisode en disant bien que dès qu'il voit qu'il y a des personnes qui commencent à creuser, qui commencent à se rendre compte un peu de la supercherie, c'est là qu'ils sont promus et voilà, on voit dans quel état ils terminent. Enfin voilà, moi c'est comme ça en tout cas que j'ai compris l'épisode. Après, je sais pas pour vous les autres. Je comprenais la même J'allais chose. dire exactement ce que t'as Voilà. dit, donc. Ok. Bon, si tous les Wuvian sont d'accord, je vais prendre votre chance pour acquise. On est au moins 3 sur 5, tu fais la majorité, donc voilà. Par contre, le passage que je voudrais juste rebondir là-dessus, le passage que t'as mis est plus que jamais d'actualité en fait. On pourrait le diffuser aujourd'hui. Ce serait créer de la peur, fermer les frontières. Mais c'est voilà. exactement ça au final. C'est pour ça que je disais que je trouve que cet épisode est beaucoup plus d'actualité qu'il ne l'était même en 2005, je pense. En 2005, ça devait commencer. Parce que voilà, il y avait eu des événements quand même qui pouvaient tendre à croire ça. Mais très clairement, je pense que c'était pas du tout à ce point-là. Et je pense que c'est encore plus d'actualité maintenant que ça ne l'était il y a 15 ans, quoi. Donc ouais. Voilà. Sinon, si on reste sur les persos, donc l'éditeur. Alors moi, j'adore Simon Pegg. Merci. Alors, j'avoue que je crois que j'ai dû regarder pendant des années, j'ai dû regarder l'épisode avant de le reconnaître en fait. Ah, il est méconnaissable dans l'épisode. Moi au début, je l'avais pas reconnu en disant c'est lui? Ah ouais, c'est lui. Je l'ai appris en fait, je l'ai appris pour un épisode par rapport à un épisode futur. Ils avaient fait en fait sur un article, ils avaient fait référence à son passage à lui dans la série. Et je me suis dit mais merde, dans quel épisode il a joué et je n'avais jamais reconnu que c'était dans cet épisode-là en fait. Donc je me suis dit effectivement, je voyais plus jeune en fait. Pourtant à cette époque-là, je me souviens, je regardais Paul en boucle. J'adorais le film Paul, mais voilà. Alors moi lui je le connais pas du tout. Par contre il m'a fait penser à un acteur aussi britannique dont j'ai oublié le nom. Simon Pegg qu'on voit le gars qui a rien compris. Non, vas-y. J'ai dit Simon Pegg. Oui, non, du coup. Non, mais celui que... Alors moi, je l'ai vu dans la série Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch. Il joue, alors, ça doit être dans une des dernières saisons, le gars complètement taré, là, qui... Enfin, en fait, un mixte entre celui qui joue Moriarty et celui qui joue le gars avec avec sa fille, là, dans un conseil d'administration qui tue tout le monde, là. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Non. J'ai plus son nom du tout parce que je n'ai jamais vu cette série. Voilà, j'avoue. Et tu vas devoir la regarder parce que c'est une très bonne série. Tu l'as vu, Eden?
Alors j'ai vu Sherlock, oui, mais là de tête comme ça, je vois pas l'épisode. Il apparaît dans plusieurs épisodes. Le gars, il est avec sa fille. Et mais vraiment, il torture Sherlock Holmes. Il le rend fou, quoi, complètement, Oui. parce que, le Sherlock Holmes, il finit par le voir à la télé dans une pub de céréales, des trucs comme ça. En fait, je crois qu'il Ah, n'arrive mais pas à Mori- prouver sa culpabilité. Moriarty? Mais non, du coup, l'autre, un vieux avec un regard trop angoissant, là, une tête hyper malsaine. Je vais chercher le nom et je Il vais joue pas essayer de son trouver son frère. nom. Ouais. Bah, c'est pas celui qui joue son frère. Non, Non, celui non, qui non. joue son frère, c'est celui qui a créé Doctor Who. C'est Qui était scénariste dans Doctor Who. c'est Margati, ça. Oui, Margati, j'étais justement en train de dire ah tiens, j'ai déjà vu ce nom, je suis sur la page Wikipédia là, c'est pour ça. Est-ce que ce serait lui par hasard? Bon, là, on sort un peu du truc radiophonique, hein, on coupera, mais je te le mets sur le général. Non, mais du coup, ça m'intrigue. J'ai vu la série, mais j'ai aucun Je pense souvenir pas, de mais ça. enfin, je vois. Alors, si je vous dis pourquoi je ne regarde pas Sherlock, vous allez encore me dire que je fais du délit de faciès. Mais je déteste la tête de Benedict Cumberbatch. Attends, je vais, Non, mais tu vas vraiment, trop loin cette je fois. vais chercher. Je C'est pense que- inadmissible, virez-la. Je vais chercher une Alors, tomate. Je vais chercher une Tant qu'on ne me tomate. dit pas qu'il fait partie de la famille de Maggie Smith, je ne retirerai pas ce que j'ai dit. On va bien trouver quelqu'un avec qui il est en famille. Ah, il doit être en Ok. couple avec l'arrière petit-fils de la famille de Maggie Smith. Non, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de regarder le premier épisode, tu vas voir, c'est trop bien. Non. Bon, d'accord. Bon, bah c'est pas grave, au pire ça nous reviendra. Donc ok, donc au final le personnage en lui-même, est-ce que vous avez réussi à le comprendre, l'apprécier, hein, voilà, il y a des méchants qu'on peut apprécier, détester. Mais enfin voilà, effectivement, donc déjà comme on disait, l'acteur en lui-même, il est méconnaissable. Le rôle, il joue un méchant j'ai trouvé qui que est- le rôle lui allait comme un... Il joue De aussi quoi un méchant, ce qui est rare dans la carrière de Simon Pegg. Ouais, bah, et puis enfin, je trouve que le rôle lui va comme un gant, quoi. Oui, tu sens qu'il prend ce Ah. plaisir à jouer ce méchant. Tu vois, Simon Pegg, il est issu de cette génération très geek des acteurs britanniques et tu sens que Doctor Who c'est très important, qu'il est très content de tourner dans cet épisode et il prend du plaisir à jouer ce méchant. Il est vraiment à fond dans ce rôle et c'est pour ça que je le trouve génial dans ce rôle. Et je pense que son rôle est, enfin le personnage et son jeu sont extraordinaires, ouais. Et pas grâce à lui, parce qu'il y en a d'autres, mais une fois de plus, on se rend compte que t'as pas forcément d'avoir un méchant dégueulasse, peut-être grossier ou rude ou antipathique au possible pour avoir un méchant un peu charismatique, puisque lui, quand tu le regardes, je veux dire, il fait pas méchant, il fait classe, il s'exprime bien, il est calme, posé, Et il y a de l'humour en plus. Oui. et il y a de l'humour. en Limite, plus, t'as envie donc, d'être son pote. Ouais, mais ouais, non, mais bah ouais. Pour un gars qui représente un conglomérat de banques, je crois. Oui, c'est ça, un consortium de banques. Un Ouais. consortium, merci. Puis le Mais Tu verras, ils ont mis toute la dégueulasserie dans le Venom, donc Oui, c'est vrai. oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que lui, il paraît, enfin physiquement en Il est tout cas, classe. il paraît sympa, mais il est très classe. C'est juste que du coup le entre guillemets véritable méchant, on l'aperçoit pas des masses, mais lui pour le coup, il est pas beau non plus. Effectivement, non, c'est vrai. Non, et puis quand Simon Pegg est face à face avec le docteur, au niveau écriture, c'est hilarant. Les deux sont vraiment très drôles, ils se répondent tous les deux et tu passes vraiment un super moment à les écouter. Ouais. Bah, l'échange que Cédric a passé, oui, avec sur l'histoire de est-ce que l'esclave est un esclave si s'il ne sait pas qu'il en est un et qu'il répond juste non, du coup, bah c'est assez marrant. Ouais. Eh ben non, il a répondu oui. il répond oui pour coup. Ah bah moi je l'ai vu en anglais, du coup il répond non, il me semble. Ah bah c'est parce que la question en anglais doit Ah, être ouais. foutue La d'une autre question est manière. différente, je Oui, crois, parce, en VO. parce que ça se trouve, les Anglais, ils trouvent que non, c'est pas des esclaves. Par contre, les doubleurs français, s'ils trouvent que c'en est. Il me semble qu'en VO, il Ce dit serait non. gênant. Il me semble qu'il dit non en VO, Mm. si ma mémoire ne me Oui, flanche mais pas. c'est parce que la question. La Oui, question est en gros, différente, doit oui. hein. être peut-être genre. Bah- Genre, peut-être qu'il dit tout simplement, vous pensez pas qu'un esclave qui sait pas que c'est un esclave, et dans ce cas-là, du coup, il dit non, tu vois. Non, je ne pense pas. Oui, oui. Oui, parce que il me semble que c'est is a slave? If he doesn't know, he is a slave. Ouais, la question est complètement accent. différente. Bah, hein. du coup, Bah, il donc devrait si, répondre la oui, non question est la même.
Est-ce qu'un esclave Oui, est du un coup, esclave il s'il te ne sait pas que répondra c'est un oui. Ouais, c'est esclave? plutôt la même. Hein. Je le réécouterai alors. Oh là là. Alors, je reviens 3 ans après la bataille, j'ai trouvé l'acteur dont je parlais. C'est Toby Jones qui a joué en plus dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Par contre, je sais pas quel rôle, mais il a joué, il joue un méchant là-dedans. Il m'a fait penser, voilà, l'acteur a fait penser à, les deux acteurs en fait se Ah, retournent, c'est lui. Je trouvais qu'ils avaient un air. Ouais. Ah bah Voilà. ouais, mais il est beaucoup plus petit. Ah oui, il y a pas de ressemblance. Oui, c'est juste au visage, quoi. Ouais, dans le jeu, dans les regards de l'ennemi, Ok, du méchant, oui. etc. Ça m'a fait Il a joué penser, aussi quoi. dans Captain America. Il a joué Ok. dans Doctor Who. Et dans Jeanne D'accord. d'Arc. Ah bah ça, je sais pas. Non, mais je te J'ai confirme. pas regardé Jeanne d'Arc. Ok, et ben il a joué Dobby en fait dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà. Est-ce que je peux juste revenir vite fait sur Simon Pegg et Reviens. et le docteur? Vas-y, reviens. Il y a un petit truc qui m'a percuté et j'y ai pensé pendant l'épisode et je l'ai pas Tant que noté. c'est pas un train. Quand je les voyais tous les deux jouer et se parler et chacun de leurs personnages, enfin leur personnage interagir, j'ai repensé, ça m'a fait penser en fait au vieux James Bond. Quand t'as James Bond face à son ennemi, c'est très poli, c'est très classe. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. En Ah fait. bah c'est l'ADN Je sais pas si vous britannique de serez la d'accord. fiction qui rend les trucs très classe, très polis, très respectueux et ça fait partie du charme. On s'insulte en prenant le thé. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là des Slaytins, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai. Oh, eux, ils insultaient. Merci. Mais eux, ils prenaient pas le thé en même temps. Alors il le prenait, mais avec le cul. Mais non, bah, ok. Non, mais oui, enfin voilà. Donc ouais, j'ai trouvé qu'au final, enfin personnellement, alors après c'est vrai que c'est pas trop à moi de donner mon avis. Ouais, je trouve que les personnages sont quand même vachement bien construits, que ce soit le méchant, que ce soit les deux personnages secondaires, donc féminines, qui sont aussi, donc voilà, Suki et Katika. Enfin voilà, tout était bien au niveau des persos. L'infirmière aussi. Oui, alors l'infirmière a été pas mal. Moi non j'ai plus, trouvé c'est ouf, vrai. hein. Elle est Oui, dingue. ouais. C'est vrai. La face. Oui, tu sais pas trop si elle veut charmer ou si elle est à fond dans son rôle de infirmière vendeuse pour vendre le plus haut de gamme, histoire de générer un peu du chiffre. Est-ce que c'est Big Pharma? Est-ce que c'est juste une meuf un peu, comment dire, on va dire un peu... oh, Creepy. putain, Perché. Sarcastique. ouais, un Elle peu... est étrange, hein. Non, ça va être trop gênant. Et laisse tomber. Non, Bah mais- si. Non mais c'est intéressant ce que tu dis Non. car dans la façon dont elle essaie de vendre le truc, elle t'emmène vers un flou qui fait que tu sais pas trop quoi penser d'elle. Hein. Ouais, est-ce qu'elle la guiche ou voilà, tu sais, on sait pas trop. Est-ce qu'elle veut vendre son produit? Est-ce que réellement il lui plaît? Enfin voilà, c'est un peu ambigu. Ah Moi, je bah me suis pour moi, demandé si c'était pas un robot à un moment donné. Ouais, moi je l'ai trouvé complètement creepy, l'infirmière, elle était flippante. bah pour moi, elle voulait juste vendre son truc à tous les moyens. Enfin, elle était là, genre, enfin, elle faisait la guicheuse, mais pour vendre le produit haut de gamme. Puis elle le Enfin, vendait c'est bien comme ça en que je l'ai plus. vu en tout cas. Ah mais je suis pas sûr, hein, parce qu'au final, même à ce moment-là, si c'était le cas, à la fin une fois que l'intervention était faite, elle aurait changé de ton. Mais comment elle lui explique comment il faut comment tu peux t'ouvrir le crâne, juste quand elle dit la phrase, oui, moi je connais quelqu'un qui arrive à la lancer en chantant au Danny Boyle. Mais elle le sort d'une façon en fait tellement sérieuse, enfin en VF en tout cas, je sais pas ce que ça donne en VO. Elle le sort d'une façon tellement sérieuse que tu te dis, mais la nana, elle est en train juste de dire des trucs qui n'ont aucun sens, mais elle le dit le plus sérieusement du monde, quoi. Elle est ultra premier degré et j'avais l'impression de regarder un téléachat sur TF1 ou M6. Hein. Ah, mais premier degré, ouais, c'est ça en fait. Un peu une Sheldon. Pour moi, c'était un peu une Sheldon Cooper, quoi, limite. C'est un peu pince Oui, sans mais rire, un peu. plus passive. Oui, ouais. Moins agressive quand même. Oui, non, oui, effectivement, oui, c'est sûr. Bah, là, il y a quand même le côté, oui, il y a le côté être soignant dedans quand même. Mais ouais, enfin ouais, je sais pas, j'ai trouvé ouais très, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'elle est assez marrante. Enfin, moi j'ai trouvé marrante. Infirmière qui, alors par contre, je sais pas si elle a joué dans autre chose. Donc elle est jouée par Tamsin Greig.
Je crois que Si, j'avais regardé vite fait. Je ne mais- connais pas. j'avais noté une série justement dans laquelle, parce que j'ai reconnu l'actrice quand je l'ai vue, mais elle a joué dans une autre série britannique qui est très très peu connue, qui s'appelle Black Books. Il y a D'accord. une vingtaine d'épisodes seulement. Je connais pas. Moi non plus. Non, même, si ça se trouve, même les Britanniques ne connaissent pas la série, hein. Ah si, moi je l'avais vu. Ah, tu l'avais vu? Oui, ça m'a pas laissé un souvenir transcendant, mais... Oh, j'avais bien aimé, moi. Bah attends, apparemment, elle a joué dans Shaun of the Dead avec Simon Pegg, du coup, non? Ah bah oui, oui, voilà. Shaun of the Dead, c'est quoi? Ouais, si ça se trouve, elle fait un zombie. Hein. De quoi? Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, c'est quoi ça? C'est des zombies. C'est un truc, c'est drôle, non? Oui, oui, c'est avec Simon Pegg et Jack Frost. Non, c'est Nick ça, le Frost. nom hein. Ok, bah c'est bon, bah du coup, Ah, j'avais Nick déjà vu Frost. Simon Pegg. Je En vais fait, pas avoir un seul Nick nom Frost, correct en ouais. fait. En fait, Shaun of the Dead, c'est toute la trilogie Cornetto du trio. Alors elle a un petit rôle parce qu'elle est pas au top du casting. Hein? Je pense, ouais, parce qu'en plus, sur sa page Wikipédia, c'est écrit film notable Shaun of the Dead, mais dans la catégorie cinéma, le film n'apparaît pas, donc je ne sais pas. Peut-être été Très productrice ou... Tu disais, Maël? En fait, c'est Simon Pegg et Nick Frost qui jouent dans un film qui est écrit et réalisé par, écrit par Simon Pegg et réalisé par Edgar Wright. Et c'est toute cette génération geek britannique, en fait. Petite question, vous avez pensé quoi du vendeur de cheeseburger? J'ai bouffé le nom, des Crow Burgers. Putain, je sais plus comment il l'a appelé. J'ai cru voir Vernon Dursley. Pareil à un moment donné. Alors moi j'ai pas compris la scène en fait, je comprenais pas le truc. C'est quoi déjà les sandwichs qu'il vend? Je sais plus, hein. Alors ça j'ai pas été aussi loin dans la notation. Non mais je parce que t'avoue. sur le moment je me suis dit c'est quoi s'il faut, tu sais, c'est une viande connue ou qu'on reverra par la suite ou c'est de la bouffe un peu futuriste qu'on aura l'occasion de revoir, mais ça m'a, je sais pas pourquoi cette scène d'entrée de jeu elle m'a fait rire en fait un peu. Enfin pas aux éclats mais j'étais là en mode ouais ça va c'est déconnant. Ah je sais pas, la seule chose moi que j'ai retenu finalement c'est le sirop à la viande. Le sirop parfumé au goût de viande. Mais le burger je sais plus. Le burger, il me semble que c'est Kronk Burger. Kronk Burger. Et le Kronk c'est quoi? C'est un extraterrestre? C'est... Ah. Je sais pas. Ah, Ah, attends, là-dessus, je vas-y, sais pas. Ah non, je sais pas. Non, c'est juste le nom qui me fait rire. Donc, ok, bah, enfin voilà. Donc, au niveau des persos, je trouve qu'on avait été bien servi. Alors pour l'anecdote, ouais, vas-y. Juste une dernière chose, par rapport aux personnages, je trouve que dans les précédents épisodes, tu sentais qu'il y avait des personnages de trop, ou tu voyais pas trop leur intérêt et ce qu'ils apportaient. Là, chacun a sa place, ce qui fait que tu as une écriture qui est pas souvent hyper inspirée, mais ils ont une fonction, ils servent à quelque chose, j'allais dire au récit, mais c'est pas un récit, c'est une série. Ils servent quelque chose à l'histoire et tu ressens pas ce sentiment, bah oui, il sert à quoi en fait? Donc je trouve que ça c'était bien. Je pense qu'en fait, effectivement, on avait l'impression qu'il y avait des personnages de trop qui étaient un peu effacés, mais surtout, je pense qu'en fait, les premiers épisodes, au final, jusqu'à Dalek, je pense que l'idée, ça restait, enfin voilà, hein, je resterai dans cette certitude-là. Je pense que l'idée jusque-là, en fait, jusqu'au 5e épisode, c'était vraiment d'installer Rose et le Docteur. Donc, ils mettaient des seconds personnages pour les mettre, mais c'est tout, quoi. Après, tout devait se passer autour de Rose et le Docteur. Mais depuis le précédent épisode, en fait, ils construisent un peu mieux parce que je pense que, voilà, maintenant qu'ils sont installés, qu'on les connaît, bah, voilà, pour mettre un petit peu de diversité, on s'intéresse à d'autres persos, quoi. Ouais, en fait, on était sur une sorte de prologue dans les premiers épisodes ou de mode d'emploi qui disait c'est quoi Doctor Who? Et on va dire que la série commençait véritablement à partir de l'épisode précédent. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ouais, je comprends que vous défendiez une série que vous adorez au point de la re-regarder avec des noobs que nous sommes, mais ouais, c'est un peu spécial, comme si c'est un choix scénaristique, bon, pourquoi pas. Non, Petite question, attends, vas-y. c'est qui a fait au niveau des producteurs, c'est qui le producteur de celui-ci? Ou au moins le scénariste? Le showrunner c'est Russell T Davies de la première saison. Le scénariste ou le réalisateur? Bah les deux. Alors le scénariste c'est Russell T Davies, donc le showrunner qui a écrit cet épisode-là. Et, Qui a aussi écrit les premiers?
Alors, ouais, les premiers, alors pas tous, jusqu'à maintenant, je crois qu'il les a tous écrits, sauf l'épisode, alors sauf Dalek. T'en as eu un, c'était pas écrit par Gatiss et ou Moffat, des hein. morts et des morts inassouvis qui étaient de Marc Gatiss. Bon, bah écoute, c'est vrai que. D'accord. Après, sinon, tous les Euh, autres épisodes, c'est lui quasiment. Et des morts inassouvis, c'est pas le même scénariste? Non, c'était Marc Gatiss. Et ce gars-là, ou cette meuf-là, je sais pas si c'est un meuf ou un mec, est-ce qu'il en a scénarisé d'autres qu'on va voir là à la suite? Qui? Prochainement. Lequel? Celui qui a fait des morts inassouvis. Ouais, ouais, ah ouais, oui, il en a fait plusieurs. Hein. Et du coup, petite question au Vian que vous êtes, est-ce que les autres épisodes qu'il a fait sont mieux que des morts inassouvis ou est-ce que c'est le même genre de taudis? Ça, on J'ai a plus de répondu. souvenirs. Ça, on y a répondu dans l'épisode justement des morts inassouvis. On a dit que franchement, il était capable du meilleur comme du pire. D'accord. Bon, on verra. Ah bah, On verra. tu as qu'à rester avec Sachant, nous dans reste sachant avec que nous, Des tu morts verras. inassouvis était le meilleur. D'accord. Ouais, mais après, je me base pas trop par rapport à ce que vous dites parce que Maël nous a dit que le budget avait été consommé pour l'épisode 2 et au final, alors je sais pas s'il y a que moi, mais je trouve que le Venom, ils l'ont, mais super. Enfin, je l'appelle Venom, le Jagrafes, mais je trouve qu'ils l'ont super bien fait et j'espère qu'une chose, c'est qu'on le revoit par la suite. Alors, il avait dit oui pour le budget effet spécial, ouais. Après, Mais peut-être comme que. les épisodes sont pas tournés dans le bon ordre. Si, enfin à ce niveau-là, si à la base en fait il y a eu en gros ils ont été tournés en 4 blocs tous les épisodes. Le premier bloc c'est les 3 premiers épisodes. Après c'était les 5 premiers épisodes. Après là on est plus dans le deuxième bloc avec cet épisode-là, celui de Dalek et le prochain. Et après il y a un autre bloc en fait. Donc ça fait 3 blocs, pas 4. Mais à ce niveau-là, ils ont été tournés à peu près dans l'ordre, à part celui-là finalement qui a été tourné un peu plus tard, mais sinon ils ont été tournés à peu près dans l'ordre. Donc après, il parlait du budget des effets spéciaux. Alors après, peut-être que ça revient moins cher de faire un Jagrafest plutôt que de faire une Lady Cassandra, quoi. En plus, c'était réussi. Bah, le dernier, je sais donc, pas, le Jagrafes, c'est quoi? C'est du CGI? Je ne sais plus exactement. Je crois que non, c'est pas du. Ah, attends. Et puis au final, on le voit très peu, le Jagrafes, on le voit juste à la fin, on le voit pas énormément. Tu le vois à peine, ouais, il doit avoir moins d'une minute à l'écran. Ouais, tu le vois moins, mais je trouve que l'animation est bonne, c'est fluide, Enfin, moi, j'ai été super friand de ce méchant-là. Enfin, je le trouve bien plus travaillé graphiquement parlant que le Dalek, par exemple. Il est en image de synthèse en fait, mais entièrement en image de synthèse. Après, c'est pas plus de précision que ça. Donc, alors par contre, il y a un truc donc moi que j'avais pas remarqué en regardant l'épisode et qu'en fait j'ai appris par la page Wikipédia finalement. C'est qu'en fait le passage de la bouche, pas du visage, mais vraiment de la bouche, de la gueule, c'est un requin en fait. Ils se sont servis d'une tronche de requin. Voilà. Ah ouais. Puis Pour je le trouve l'anecdote. particulièrement effrayant quand il ouvre sa bouche. Et ben voilà, c'est le traumatisme des dents de la mer. Ça vous a pas frustré qu'il bouffe personne? Est-ce que je suis le seul qui aurait adoré voir le Jagrafes bouffer quelqu'un? Bouffer Rose? Non. Oui, c'est ça, j'allais dire, toi, t'aurais aimé qu'il bouffe Rose. Mais, Rose ou quelqu'un d'autre. Après, Rose, ça aurait été la petite cerise sur le gâteau, le petit bonus, le petit côté... Après, au final, on ne sait pas exactement ce qu'il est capable de faire parce que quand Suki monte au 500e étage, on voit qu'il fonce sur elle. Après, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il la frigorifie? Enfin, qu'est-ce qu'il est... Là, c'est même plus de la frigorification, c'est même du surgelé. Mais est-ce qu'il la congèle? Est-ce qu'il la bouffe? On ne sait pas. je crois qu'il peut pas congeler, lui. Parce que lui produit énormément de chaleur et si je dis pas de bêtises. Bah donc alors. Lui produit beaucoup de chaleur et du coup il alimente en chaleur le satellite, si j'ai bien compris. Ouais, enfin oui, il a besoin de froid, mais. Donc c'est le satellite qui produit du froid. Ouais, enfin je crois, enfin je sais plus.
Je crois que c'est expliqué, il me semble, dans l'épisode où... Oui, c'est expliqué, mais si je j'ai sais bien plus, compris. En gros, oui, il y a quelque chose qui génère énormément de chaleur en haut, donc c'est lui. Et pour justement éviter pour que lui puisse se refroidir quand même, il faut monter énormément de froid en haut et il faut redescendre la chaleur. Faut éviter la surchauffe. Hein. Après, ouais, je sais pas. On se rend compte que les mecs qui ont conçu ce satellite sont pas trop fut-fut, puisqu'on sait que la chaleur monte. Ils auraient dû mettre le Golgoth en bas. Mais bon. Bah ouais, mais tu peux pas faire une promotion au niveau -1. Ça fait moins rêver, tu sais. Ouais. C'est vrai. Vous êtes Pas au promu, placard. allez au sous-sol. C'est un peu plus délicat. Mais non, mais après, enfin voilà, il l'explique aussi. Hein, je pense que c'est plus le côté, il est littéralement au-dessus de tout. Je pense que c'est plus le concept de la puissance. Enfin voilà, tout est dit hein, finalement. Hein, donc je vais le dire pour Doraline. Hein, c'est le puissant Jagrafès du saint Adrojasic Maxarodenfo. Oh, Bravo. c'est beau. T'as vu, hein Ouais. Je me suis même pas entraîné en plus. Je me rappelle, je vais pas le dire. Mais Là, je le fais pas, là. n'empêche que pour l'anecdote, même Simon Pegg, il a avoué avoir eu peur de le dire, de la prononcer, cette phrase-là. Alors, mais je trouve que pourtant, limite en... Je vais pas vous le dire en anglais, hein, avec mon accent. Mais Allez. Oh, si. Non. Bref, Allez. donc Pense à voilà. nos fans. Tout ça pour dire que dans tous les cas, l'idée c'est de le montrer puissant. Donc au-dessus de tout, voilà. Ouais, ça colle. Dans le symbolisme, je pense que ce serait juste impensable qu'il soit en dessous et qu'il y ait 500 étages de personnes au-dessus qui lui marchent dessus, quoi. Mais en fait, tu prends l'exemple de la pyramide et vu qu'il est tout en haut, ça montre que c'est lui qui contrôle tout. C'est ça. Moi, je pense, enfin voilà, je pense en tout cas que c'est comme ça. Et alors, on en revoit ou pas des Jagrafès par la suite? Est-ce que Jagrafès, c'est son prénom ou c'est le nom de la bête? Enfin, c'est l'espèce. C'est une bonne question. Bah, C'est son surnom, quoi. non, son surnom c'est Max. Moi, je l'appelle Max. Il le dit à un moment, Simon Pegg. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, je me rappelle. Hein. On l'a entendu juste avant l'épisode. Moi, je l'appelle Max. Ah ouais, c'est bien un Kronburger, effectivement. Mais non, enfin, je sais même pas ce que c'est, hein, le Jagrafès. Le docteur fait la connaissance, machin. Le puissant Jagrafès, machin sacré. Une créature gluante. Voilà, ce n'est qu'une créature. Bon, bah ça répond à ma seconde question. Du coup, je pense pas qu'on le reverra. Je suis très déçu. Je vais arrêter ce podcast pour déception de la série. Rien que pour ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de pertes pour toi en un seul épisode entre Adam et puis le Jagrafès. Le Jagrafès, c'est beaucoup. Rose qui est encore là. Franchement, c'est trop là. C'est trop. Franck, C'est trop, darling, c'est trop. Franck, est-ce que tu es en deuil du coup? Pour Bah, les deux. Bah, t'as Au plus final. Adam, t'as plus ton monstre. Bah il y a ouais. encore Rose, Bah j'ai encore Cédric, donc ça va, je vais continuer un peu. Mais... Bah, pour Franck, il y aura un avant et un après, du coup. Voilà, c'est ça. Bon, bah... Bah, tu dis ça en rigolant, Mireille, c'est pas faux ce que tu dis, ceci dit, puisque depuis cet épisode-là, et un petit peu avec les Daleks, ça commence à être les premières fois où c'est que j'ai vraiment beaucoup d'excitation à voir la suite. Bon, bah, donc, comme c'était quoi, pas le cas sur les premiers. Comme quoi, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très sympa pour moi. Donc, Adam, je ressemble à Adam pour Adèle et je ressemble au Jagrafès pour Franck. J'ai jamais dit ça. Arrête. J'ai dit qu'il n'y avait plus Adam, qu'il n'y avait plus Jagrafès, mais qu'il y avait encore Cédric, qui est un personnage à part entière. Ok. Ça veut dire que le Jagrafès te fait penser à Cédric. J'ai jamais dit ça. Mettez 5 € dans la cagnotte de Mireille pour ces conneries que vous racontez, s'il vous plaît. Ah, mais non, faut pas. On va, au bout d'un moment, on va rendre Mireille trop friquée. Hein, faut arrêter. Hein. Ouais. Oui, et puis en plus, la cagnotte à la base, c'était les auditeurs et les auditrices qui devaient la remplir. Si c'est vous qui la remplissez, ça veut dire que vous me voulez dehors. Bah ouais. Bon, maintenant que tu abordes la question. Non, mais non, reste. Non, bah, ok. Donc, je crois qu'au niveau de l'épisode en lui-même, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, vous, de votre côté? Non. Est-ce que vous avez des scènes marquantes? Enfin, scènes, dialogues, musique, personnages préférés?
Non. Alors, moi, ma scène marquante, c'est celle que tu vas mettre en début d'émission, c'est des problèmes. Bah, que j'ai des amis. Oui, Ok. C'est vrai que j'aime bien. bah, ça m'a fait rire et je trouve que ça résume bien leur aventure. Oui, j'aime bien aussi ce passage-là. T'allais dire, Adèle? Ouais, moi j'ai juste noté un truc, mais alors qui passe un peu inaperçu, et pour le coup c'est même très bien. Parce qu'en fait, depuis le début des épisodes où on dit qu'à chaque fois ils mettent le point sur un truc particulier, par exemple on a vu des phrases un peu sexistes qui permettent de souligner le fait que c'était un peu abusé, des trucs comme ça. Et ce coup-ci, le passage où ils sont tous autour de Katika et qui vont faire leur truc de connaissance, là, il y a, je crois que c'est Katika qui parle et qui dit mesdames, messieurs, multigenre, après je sais plus ce qu'elle dit, robots, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça super que ça intègre en fait toutes les identités de genre, mais sans aller plus loin. Juste, c'est dit, ça passe, ça choque personne. Et moi, vraiment, je trouvais ça super. Et là, je me suis dit, si on doit attendre 200 000 années avant d'en être là, on n'est pas rendu. Effectivement, ouais. Cette scène m'a beaucoup plu aussi. Ok. Mireille, toi, pas d'éléments marquants? Non, pas d'éléments particulièrement marquants. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Moi, ce qui m'a marqué dans l'épisode, c'est quand on a vu les squelettes et que j'ai fait un bond. Mais je l'ai dit tout à l'heure, donc voilà. Ok, d'accord. Alors mais c'est marrant que tu aies fait un bond, parce que moi, j'arrive pas à me souvenir que ce soit si surprenant que ça. Est-ce que c'est pas la surprise, en fait Le truc, tu le vois venir à 3000 km, hein, mais je suis quand même bon public. Moi, j'ai sursauté, j'ai eu peur, quoi. Non, mais enfin... Je suis sensible. C'est pas à ce niveau-là, mais je pensais limite qu'ils apparaissaient, entre guillemets, doucement à l'écran, tu sais, pas par surprise, en fait. C'est plus ça, en fait, qui... Alors, il y a des deux, en fait. Tu la vois approcher, tu sais qu'il y a un truc pas net. Il y a la musique c'est beaucoup la musique, je pense, qui a fait la tension de la scène. Mais oui, tu la vois approcher doucement. Enfin, tu sais ce qu'elle va trouver. Mais juste le moment où tu arrives face cam sur le truc, ça m'a fait peur. D'accord. Je suis déçu, je trouve, sur le podcast, jamais personne ne parle des musiques. C'est vrai que, l'air de rien, là, comme tu viens de le dire, en fait, je trouve que les musiques, elles jouent vachement sur l'ambiance de tous les épisodes. C'est rarement qu'il se passe une scène sans qu'il y ait une musique, et les musiques sont généralement vachement bien choisies, vachement bien composées. Et ça, à ce niveau-là, je trouve même que ça ira de mieux en mieux. Je sais pas, parce que dans cette saison... Vas-y, Adèle. Vas-y, Maël. Ouais, non, je sais pas, car dans cette saison 1, je trouve les musiques me transcendent pas du tout. Pourtant, j'adore tout ce qui est musique de film et musique de série, mais là, ça me marque pas du tout. Adèle? Ouais, moi je l'avais noté, je crois, pour 2 épisodes. Alors, je sais plus, mais j'en avais pas reparlé parce que je m'y connais pas assez, en fait. Pour vraiment pouvoir expliquer ou quoi, mais en fait, c'est juste... Alors, je me souviens... Alors pour cet épisode-là, non, la musique m'a pas marqué, mais j'avais pour le double épisode, quand ils arrivent et que, en fait, la musique, à un moment donné, la musique devient tout de suite un peu angoissante, avant même que le docteur voit l'affiche où Rose a disparu. Et en fait, dès la musique, mais quelques secondes avant, tu fais « Ok, il y a un problème ». Et j'avais bien aimé ça. Mais là, ouais, j'ai pas noté pour cet épisode-là. Ok. Ouais, moi justement, je rebondis, mais en fait, quand là tu en parles, Cédric, je me fais la réflexion que justement, j'ai pas fait attention à la musique dans les 7 premiers épisodes, du coup. Eh ben bravo. Donc tu feras gaffe dans les prochains. Je suis pareil. De toute façon, je vais faire gaffe pour les prochains. Ouais. T'as plus qu'à des tout musiques. re-regarder et tu nous feras un exposé sur les musiques la semaine prochaine. Non, mais pour l'épisode de fin de saison, je ferai un truc sur les musiques. Tu regarderas 2 épisodes, tu regarderas 2 fois chaque épisode. Une première fois normalement, une première fois en version instrumentale, en fait. Sans les paroles, juste les musiques. Alors Pierre, si tu veux, au niveau déception de Cédric, je vais aller plus loin que toi. Moi, j'aime pas les musiques. Elles m'énervent, en fait. C'est vrai ? Je trouve ça super kitsch. Ouais. Allez, t'es viré, c'est bon. Allez, allez, 5 euros. 5 euros. Je trouve que c'est exagéré, en fait. Enfin, je te mets 1000 euros sur ta cagnotte. Tire-toi. Bon, salut tout le monde, ça fait un plaisir.
Bah, du coup, je vais lancer ma cagnotte, hein, si on peut avoir 1000 balles, y a pas de souci. Pareil, ça peut me servir. Mais crois qu'on va du coup, tous j'aime pas. faire En ça. fait, je trouve que c'est trop les musiques, enfin, je sais pas, ça met trop d'emphase, j'ai l'impression, et du coup, généralement, j'aime pas, mais juste particulièrement pour cette scène-là, elle m'a un peu cueillie et je me suis vraiment laissée prendre dans la tension qui était instaurée en grande partie par la musique, quoi. Mais généralement, ouais, je suis pas fan, je trouve que c'est trop kitsch, trop. Mais ça, je pense que c'est parce que je suis pas habituée à la science-fiction aussi. Je pense qu'il y a de ça et ça explique pourquoi j'adhère pas trop, quoi. Après, la musique, elle est pas super science-fiction, hein, ça reste plus musique classique, hein, je trouve. Ah Il y a bah un c'est des petit côté musiques un peu classique. d'accompagnement Hein. comme on le dit. Mm. Bah, en tout cas, je suis pas du tout habituée à voir ça dans les programmes que je regarde d'habitude. Ok, bah écoute, hein, tu verras, hein, peut-être que dans les prochains épisodes, la musique finira par te cueillir. On l'espère. Mais si tu veux Cédric, on fera un point musique pour le prochain épisode. Non, bah non, on va pas faire un point musique. Non, non, mais ce qui m'étonne en fait, c'est que, enfin moi après c'est sur toute la série. C'est vrai que là sur les épisodes, il y en a pas qui m'ont marqué plus que ça, à part celle qui ouvre par exemple, qui est celle qui ouvre le podcast, qui elle apparaît dans les premiers épisodes. Mais voilà, en dehors de ça, mais je trouve qu'il y a quand même des musiques qui sont toujours faites en plus par la même personne, et clairement je trouve que les musiques sont assez bien choisies, parce que justement j'ai tendance à penser qu'elles se marient bien avec l'épisode en général, mais Alors, si tu te souviens bien, quand on a regardé ensemble, je crois que la toute première fois où je t'ai parlé de musique, on était quand même très avancé dans la série. Donc moi, je serais tentée de dire que justement, on n'en a pas parlé parce qu'elles n'ont rien de transcendant jusqu'à présent. oui, c'est Mais il y vrai, en a Ouais, de c'est très belles. peut-être. Mm. Je suis d'accord, moi j'ai un peu, bon c'est un souvenir peu de ce que j'allais l'épisode de dire, ouais. Doctor Who, mais dans plusieurs saisons. Ok, bon bah on verra dans plusieurs saisons alors si on est toujours là. Bon, finalement Mireille t'auras pas 1000 balles. Bah, du coup, c'est moi qui suis déçue. Au final. Ok, bon bah alors si rien d'autre à rajouter, on va passer aux anecdotes. Qui a des anecdotes parmi mes chers Wouvian? Bah, du coup, je vais commencer. Allez Pierre. Euh, non, mais moi j'ai du coup le réalisateur de l'épisode, donc Brian Grant, il a commencé sa carrière en tournant des clips pour des personnes assez méconnues telles que Elton John et les Rolling Stones en fait. Donc Inconnu c'est pas Babel. dégueulasse quoi. Il pèse dans le game. Ok, Voilà, c'était juste ça, y a rien de plus. bon bah d'accord. Bah non, bah c'est bien en plus, hein, ça fait bien la transition avec les musiques, on parlait de musique. Ouais, mais ça on s'en souvient. Ok, Adèle. Ouais, bah alors, du coup, alors je vais quand même faire une anecdote un peu plus sérieuse que celles qui vont venir après. Saviez-vous... Alors bah du coup, on parlait de Simon Pegg tout à l'heure, et en fait, quand il y a eu un film... Alors, l'article date de 2011, donc je sais pas si l'annonce d'un film de Doctor Who est sortie en 2011 ou pas. Donc c'est l'époque où le docteur c'est Matt Smith, et en fait le docteur dans le film devait pas être Matt Smith a priori, et donc il y a eu tout un tas de rumeurs comme quoi ce serait Simon Pegg qui serait le docteur, etc. Et en fait lui il a complètement démenti le truc en disant que il l'accepterait pas parce que bah en gros il avait déjà fait sa part dans Doctor Who et qu'il se voyait pas du tout être le docteur, et que c'était à Matt Smith de le faire, etc. Et il a dit exactement « J'ai fait mon temps dans Doctor Who ». Ah bah, c'est un court temps pour le coup. Mais ok, d'accord. Ensuite, une anecdote que moi j'ai relevée parce que voilà, ça fait partie de mon métier. Mais à un moment donné dans l'épisode, le docteur il appelle Rose et Adam. Alors il l'appelle Mute and Jeff en VO et Zig et Puce en VF. Et du coup, moi, ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, pourquoi ces deux noms-là? Zig et Puce en fait, et Puce. alors attends, c'est Mute and Jeff en VO et Zig et Puce en VF. Ça me dit rien du tout, ça, en VF. Moi non plus. Alors, ah non, parce que je l'ai regardé en VO, donc ça devait être les sous-titres. Alors, en VF, je n'ai pas vérifié ce qu'il disait. Ah ouais, non, parce qu'en VF, c'est... En fait, en VO... Ouais, Laurel et Hardy, je crois. Ah bon? Je sais pas la même non plus. Bah alors, c'est mieux. C'est Laurel et Hardy. C'est vers, Alors, c'est mieux. c'est vers la fin de Zig et- l'épisode. Non, c'est tout au début. C'est au début, en fait, quand ils arrivent, qu'ils sont ensemble. Donc, il y a Adam et Rose sont ensemble. Et à un moment, le docteur les appelle au loin et il leur fait « Hey,
Dis donc, Mute and Jeff, genre en gros on y va, je crois. Alors attends. Tu sais, c'est au moment où Adam il téléphone pour la première fois à ses parents. Oui, c'est ça. C'est juste après ça, je crois. Ah, attends, j'ai trouvé. On écoute. Hey, Laurel et Hardy, par ici. Voilà, Laurel et Hardy. Effectivement, et je trouve ça dommage, parce que bon, alors effectivement, on connaît peut-être plus Laurel et Hardy que Zig et Puce, mais en fait, Mute and Jeff et Zig et Puce, ce sont 2 BD qui sont sortis respectivement en 1907 et en 1925. Du coup, je trouve que les sous-titres choisis en VF concordent plus avec la VO pour le coup, plus que les voix françaises qu'ont choisi Laurel et Hardy. Ok, d'accord, oui, effectivement. Bah, après, voilà, moi, grande passionnée de BD, du coup, ça m'a bien plu cette anecdote, donc je vous en ai fait part. Ok, une autre ou pas? Oui, mais alors celle-ci est vraiment... Oh, elle est drôle. Allez, rigolons. Allez, elle est drôle. On se marre pas assez dans ce podcast. C'est une petite anecdote de tournage. Saviez-vous que le glaçon de vomi n'est évidemment pas du vomi, mais un glaçon fait de kiwi et d'orange. Voilà. Eh ben, quand j'ai lu ça, j'étais content parce que j'avais reconnu le kiwi. Moi aussi. Ah, voilà. Quand même. Moi, je trouvais que J'aime c'était pas vachement kiwi. bien construit pour du vomi. Bref. Ok. Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de petits trucs de savoir comment ils ont fait telle chose ou telle chose. Je trouve ça toujours amusant. Souvent, c'est des trucs finalement qui ont bon goût quand même, parce que le pauvre, il doit garder ça dans la bouche. Si c'est un goût abominable. Oui, c'est sûr. Bon, bah ok, c'est tout pour les anecdotes. Donc maintenant, on va se tourner vers nos 2 novices qui vont nous dire si dans quel état d'esprit elles sont pour regarder le prochain épisode. Alors, je crois que Mireille ne regarde pas les teasers. Par contre, il me semble qu'Eden les regarde. Donc, Mireille, tu confirmes, tu ne l'as pas vu? Et si, je l'ai regardé celui-là, je l'ai Ah, vu. tu l'as regardé celui-là? Bon, bah ok. Ouais, Juste pour me faire mentir, En de toute fait, façon. Non, en fait, ça dépend, c'est vraiment au feeling. Enfin, des fois, j'arrête parce que j'ai pas envie de savoir, enfin, ou en tout cas d'avoir une idée de ce qui va se passer. Des fois, j'ai envie, donc je regarde. Enfin, voilà, c'est vraiment au feeling. Ok. Donc, ton état d'esprit alors pour le prochain épisode? Eh bien, je vais revenir sur le mot qu'on a utilisé pendant notre première émission, mais je suis intriguée. Ok. Parce que j'ai l'impression que ça va être... Enfin, je peux dire du coup un peu ce qui se passe dans le teaser ou... Oui, de toute façon, je vais l'expliquer après, donc vas-y. Ok. J'ai l'impression du coup de ce que j'ai vu que ça va être un épisode qui va soulever énormément de questions philosophiques sur les voyages dans le temps, donc du coup ça m'intrigue vachement. Un peu ce qu'on avait abordé en fin d'épisode sur de la semaine dernière avec Pierre. Ok. Et toi, Eden? Non, moi, comme on a pu en parler, je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer, puisque d'après ce que j'ai vu dans le teaser, ça a l'air, comme tu dis, Mireille, ça va soulever beaucoup de questions sur le voyage dans le temps. On va peut-être en apprendre davantage sur Rose aussi. Et du coup, je suis très curieuse de voir ça, surtout que, de mon point de vue, pour moi, les épisodes sont quand même de mieux en mieux. Donc, du coup, c'est de bon augure. Ok, bon, tant mieux, c'est cool. Là, je pense qu'on est dans un état d'esprit un peu plus positif que dans les premiers épisodes, donc c'est plutôt sympa. El famoso épisode 3. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Je vais aller regarder l'épisode suivant. Bon, ok, impeccable. Bon, alors donc, c'est là qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Fête des Pères, dans lequel Rose demande un service au docteur. Elle souhaite voir son père qui est décédé quand elle était encore bébé. L'idée est-elle sans arrière-pensée? Donc on verra ça dans le prochain épisode. Facebook, Twitter et Instagram, nous sommes partout et tous les liens sont en description. Nous attendons vos retours et questions sur les épisodes de la série. On pourra peut-être les partager durant les prochaines émissions. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut. Salut.
Enclencher sécurité. Et 3, 2, et contact. Cette technologie est surprenante. Cette technologie est nulle.